aujourd'hui, je suis ravie d'inviter du coup dans une interview dans la tête de Xanaria, avec qui on va discuter de plein de sujets, mais notamment, j'imagine, d'antipsy, de plein de sujets autour du handicap mental et ou physique. Et du coup, en fait, j'ai découvert le contenu de Xanaria personnellement, il me semble que c'était sur Instagram et YouTube, mais tu fais du contenu notamment sur Twitch. Ouais. C'est quoi, des streams que tu fais Ouais, des streams, ouais. J'avais commencé avec des streams de l'insomnie, parce que j'avais des problèmes. Depuis, je prends de la mélatonine, donc désolée, il n'y a plus de stream de l'insomnie. mais ouais, sur Twitch, et puis on analyse des trucs, on fait des grosses discussions, et en ce moment, on fait des lectures de Foucault sur le pouvoir psychiatrique, des lectures vulgarisées. Ok. Genre podcast de 6 heures, on se pose, on dort. Voilà, du coup de la socio vulgarisée, de la pédagogie, Ouais. tout ça, on adore. En tout cas, je pense que si t'aimes bien mes vidéos, il y a moyen que tu aimes beaucoup le contenu qu'elle propose. Et donc voilà, on va parler de plein de sujets, je ne sais pas encore exactement de quoi, mais j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Ce qui est compliqué, c'est que généralement, en fait, j'ai affaire à deux publics différents. J'ai à la fois un public issu de ce qu'on appelle la communauté de l'esprit critique, vulgarisation scientifique, etc. Zététique et tout. Voilà. Et j'ai un public plus militant. Parce que, en fait, avant que ce soit un public, j'étais moi-même public de ces deux univers-là. Et donc, généralement, en fait, j'ai tendance à polisser mon image et donc à pas me présenter de la même façon, des deux côtés. Bah ici t'as des gens, c'est plus des monsieur et madame tout le monde Yes. qui veulent se documenter, donc à toi de voir. Ouais, bah alors, généralement, je me présente comme une survivante de la psychiatrie pour essayer de poser un peu les termes politiques, militants, parce que j'ai un vécu avec la psychiatrie qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur les violences que je vivais. Et en fait, au terme de ces violences, quand elles ont pu s'apaiser, en tout cas pour moi, c'était pas le cas pour ma sœur à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur qu'est-ce qui semblait clocher. Donc au départ au niveau de mes droits, etc. etc. Et donc en fait aujourd'hui, je me présente à la fois comme une survivante, mais à la fois aussi comme une vulgarisatrice, parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à toucher à du contenu, universitaire généralement, mais en tout cas du contenu qui m'a parlé, bah, j'avais vraiment envie d'en parler autour de moi, quoi. Dans la vie intime, je suis juste une nana qui est genre handicapée, folle, qui sort de ses expériences d'HP, etc., qui est à mi-temps en invalidité en entreprise et qui essaye justement de faire du contenu sur internet. Et du coup, pour ce contenu, disons, public, je me présente plutôt comme une survivante de la psychiatrie qui essaye de militer et en même temps d'associer tout un contenu plus intellectualisant autour des conditions des psychiatrisés. Et donc j'essaye en fait de faire le lien entre ces deux-là pour réunir un peu ces deux mondes qui sont les deux mondes dans lesquels moi je trouve ma place mais qui ont du mal à coexister à l'extérieur comme à l'intérieur. Je pars en fait d'un parcours familial assez catastrophique, jonché de traumatismes. Sans rentrer dans les détails, donc on va juste donner les buzzwords pour se faire une idée et puis on entrera dans les détails si ça peut donner des clés ensuite pour n'importe qui de comprendre, de se comprendre soi, de comprendre comment on peut en arriver à certaines étapes dans nos vies, ou en tout cas dans nos vies psychiatrisées, quoi. Dans mon cas, je suis née en gros d'un homme français et d'une femme polonaise qui étaient immigrés en France, et c'est un couple qui ne s'entendait pas très bien et qui ont eu un enfant en se disant est-ce que ça va renouer les liens, et en fait pas du tout. Ils ont eu le deuxième, ma sœur, pendant leur mariage. Moi j'étais une enfant illégitime à ce moment-là, et en fait ça va s'arrêter très très vite, je pense vers mes 4-5 ans, et c'est là où moi j'ai ma première image traumatique de mon père qui la veille de Noël doit nous dire au revoir et disparaître, et donc là je vais apprendre plus tard qu'il dormira dans sa voiture et qu'il a trouvé un appart, etc. Et du coup, suite à ça, je vais vivre avec ma mère les week-ends chez mon père, un père très absent qui parfois nous laissait seuls dans son appart, ma sœur et moi, très jeunes, vivre les journées complètes. La négligence, quoi. Ouais, pas mal. Je vais mettre du temps à réaliser d'ailleurs que tout ça c'était des négligences. Je pense que quand on a des violences qui sont constituées d'absence, de manque, on a du mal à les identifier parce que simplement c'est absent, ce n'est pas là. Et on a du mal à se dire que c'est déjà une forme de violence. Mais bref. Et en fait ma mère va tomber malade, va avoir un cancer du sein, mais qu'elle va découvrir beaucoup trop tard parce qu'elle était alcoolique, et donc elle était déjà pas mal prise. Enfin moi c'est comme ça que je le traduis, j'en saurai jamais plus, donc c'est comme ça que moi j'ai reconstruit mon histoire, mais je pars du principe en fait que par
elle parlait très bien français, mais elle avait un problème d'ouïe, donc on se dit qu'elle avait beaucoup de moments où elle avait du mal à comprendre les gens. Et par cette barrière de la langue et cette barrière aussi handicap auditif, elle s'est éloignée des gens, elle s'est beaucoup isolée. Avec le divorce, elle s'est aussi énormément isolée, parce qu'en Pologne, c'est catastrophique si une femme divorce. Et en fait, cancer déclaré, reconnu trop tard, on ne peut pas le traiter, on le traite au maximum, mais on est déjà sur des chimios qui sont trop intenses. Et en 2 ans, donc quand j'ai 13 ans, c'est terminé pour elle. Je l'apprends. D'ailleurs, j'apprends qu'elle est condamnée la veille de sa mort, parce qu'elle ne voulait absolument pas. Ah, elle vous l'a pas dit? Non. Toi, t'étais pas au courant que ça faisait 2 ans que ta mère avait un cancer? Non. Ah, ok, d'accord. En fait, je savais qu'elle était malade, je savais que ça semblait être du genre du cancer, etc. Mais tu te dis, voilà, c'est pas tout à fait nommé. Et surtout, c'est en train d'être traité. Donc ça va s'améliorer. Elle voulait pas nous le dire, parce que je pense que c'est déjà trop dur pour un adulte de dire à ses enfants que c'est la fin. Mais aussi qu'elle était, j'imagine, à cause de sa pathologie, embarquée dans une secte sur internet qui lui disait qu'elle allait absolument guérir et que tout ça c'était une mauvaise phase. Donc je pense qu'il y avait, d'un côté, on va pas annoncer la fin, parce que quelque part on n'est même pas sûr, ça se trouve on va guérir, on a de l'espoir, je donne un maximum d'argent à des gens qui me font des tirages et qui me disent que ça va aller mieux. Bon, j'ai pas mal de souvenirs comme ça où je dois la prendre en photo, plus ou moins dénudée, pour qu'ils puissent faire des soins à distance. Donc, on va le savoir, ça va se terminer. Et là, on doit emménager chez notre père avec ma sœur. Notre père qui va du coup était déjà avec une femme et va se remarier avec elle 1 an après le décès de ma mère. Et ensuite, après le mariage, il va y avoir une adoption simple. Donc l'idée c'est d'obtenir la garde l'autorité parentale sur des enfants qui ne sont pas issus de nous. Mais c'est une adoption... Pour que cette femme devienne votre mère? Voilà, okay. Mais en gros, c'est uniquement une autorité légale, tu vois, c'est une autorité parentale pour tout ce qui est administratif. Ouais. Cette femme, je commençais déjà à avoir des difficultés à vivre avec elle, ma sœur aussi. Que le décès de notre mère, ça a été particulièrement catastrophique pour nous, surtout pour ma sœur. Vous étiez super jeune. Ouais, et en fait ma sœur pressentait que c'était la fin du monde si ma mère décédait, parce qu'elle était notre dernier rempart contre cette femme. Parce que ma sœur captait déjà qu'il y avait un problème avec cette femme. Moi, j'avais pas encore capté. Et j'aurais dû, parce que ma mère avait quand même porté, donc pas plainte, mais une main courante contre cette femme de son vivant. Et ma sœur avait toujours senti que ma mère luttait, donc c'est peut-être aussi, tu vois, un argument qui a expliqué pourquoi ma mère s'est battue jusqu'au bout et a tout fait pour nous préserver, parce qu'elle pouvait pas imaginer qu'ensuite on se retrouve qu'avec elle, dans ce foyer-là avec cette femme. Parce qu'avant que ta mère décède, vous viviez encore avec elle? On vivait donc en fait on faisait juste un week-end sur 2 avec mon père. Tout le reste du temps, tu côtoyais tout le temps, j'avais ma mère. Ok. Et les week-ends, un week-end sur 2 avec la belle-mère et le père. Donc en fait, tu côtoyais cette dame déjà du vivant de ta maman quand tu allais le week-end chez ton père. Et donc elle avait déjà senti que rien que dans ces événements-là, il y a un truc qui clochait avec elle. Ma sœur, elle avait pressenti, et ma mère, je lui avais raconté un épisode de violence où cette femme m'avait frappée. Et donc c'est pour ça qu'elle avait porté plainte. C'est la seule qui nous a offert de l'amour, qui nous a offert de l'attention, qui nous a offert vraiment beaucoup de choses auxquelles on a pu s'accrocher sur les 7 années qui vont suivre sa mort, ou 7 ans. Là par contre on va commencer à tomber dans l'enfer avec notre belle-mère. C'est vraiment moi, c'est ces petits trucs où je vais me raccrocher à me dire non mais je suis une bonne personne parce que ma mère elle m'a inculqué ça comme valeur. Donc au moins t'avais une fondation assez forte avec elle, saine. Ouais. Et du coup ça veut dire qu'entre tes 13 et 20 ans t'as vécu avec ton père et cette femme en tant qu'enfant du coup aussi de cette femme. Voilà, administrativement ouais. Ok. Même si cette histoire de est-ce qu'on est son enfant ou pas, ça va être un gros souci. Il faut savoir qu'à la mort de ma mère, notre belle-mère va commencer à entamer un discours selon lequel elle est tombée malade à cause du décès de notre mère, et parce qu'elle devait maintenant se retrouver à la charge de ma sœur et moi, et que c'était insurmontable pour elle et que ça expliquait. En gros, vous avez gâché sa vie, quoi. Le fameux. Merci. C'est toujours un plaisir en tant qu'enfant. Toi, t'as pas demandé à naître, t'as pas demandé à perdre ton parent, et en plus de ça, t'as pas demandé à gâcher la vie d'un autre adulte, en fait. Non. Mais c'est ta faute. Et je vais tout faire pour lui rendre la vie facile en plus. J'étais la psy, j'étais là, genre, je restais pendant 3 heures après le repas à écouter ma belle-mère dans ses trucs et tout, et mon retard, tu sais, pour les devoirs que je faisais pas du coup, parce qu'il fallait que je l'écoute pendant 3 heures, j'avais pas le droit de me lever, parce que si je me levais. Elle avait un tel pouvoir verbal, un tel pouvoir disciplinaire,
C'est peut-être le moment où on va commencer à parler de Foucault d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi Foucault, et je suis pas une bandeuse de Foucault comme tout le monde le dit, machin, c'est juste que je n'ai pas le temps de lire quelqu'un d'autre et que déjà l'œuvre de Foucault est trop importante, donc je préfère faire le disclaimer parce que je sais que des gens pensent que voilà, je suis dans un espèce de truc très intellectuel, très universitaire à vouloir me border d'idées foucaldiennes, mais non, il n'y a pas que Foucault bien évidemment, je vais pas je vais pas commencer à ériger un hôtel en son honneur, mais clairement, son travail va avoir une résonance toute particulière dans mon vécu. Et donc justement, cette histoire donc, de discipline, cette discipline des corps qui n'a pas besoin forcément de passer par la violence, elle peut tout simplement passer par des règlements. Donc moi, c'était un quadrillage du temps et de la vie et des comportements, un quadrillage de l'environnement dans lequel on était. On n'avait pas le droit d'aller dans les chambres des unes et des autres, on n'avait pas le droit d'aller dans le salon, il fallait vraiment qu'on ait une raison précise pour aller dans le salon. On n'avait pas le droit de toucher aux meubles du salon, à part peut-être la table et la chaise. On avait des chaises attitrées, on avait des serviettes avec des rondes serviettes avec notre nom, des bols, des cuillères attitrées. Genre hyper rigide le truc comme ça. Mais des trucs genre, quand j'y repense, je me dis mais... on dirait trop le truc de la petite famille qui a pensé à tout le monde, tu sais, genre toi t'as ton bol rose, machin, son bol bleu. Mais non, ça allait plus loin que ça en fait. Du contrôle quoi, permanent. T'avais pas choisi ton bol, t'as rien choisi, c'est juste on a dit toi c'est ça. Et moi j'étais la nana, genre toi tu vas être avocate de toute façon parce que t'es toujours là pour défendre tes sœurs, parce que oui, ma belle-mère du coup avait une fille d'un premier mariage aussi, qui était bien plus jeune que moi. Donc il y avait déjà ce truc là, toi tu vas être avocate, toi t'es comme ci, t'es comme ça, bref. Voilà, on avait décidé de ma vie à ma place. Mais toujours sous prétexte de ce qu'on voyait de moi. Hein. C'est pas juste j'ai une idée de toi, c'est je te vois comme ça parce que tu te comportes comme ça. Et parce que je t'invite à te comporter comme ça aussi. Oui. Bah, un autre exemple, c'est le fameux je vois tout ce que tu fais, je sais tout ce que tu fais. Si tu sors dehors, t'inquiète pas, je le sais. J'ai des gens qui te surveillent. Ouais, il y a des gens qui m'appellent, tu sais, qui diront de toute façon que t'as été là-bas, que t'as fait machin, alors que tu m'as dit que t'étais là-bas et tout. Bon, j'apprendrai plus tard aussi qu'elle lisait dans mon journal intime, donc c'était pratique en fait de savoir où j'étais, où ce que je faisais. C'est un plaisir. Donc voilà, t'avais partie aussi des surveillances que j'avais, donc cette espèce de quadrillage aussi de l'espace, du temps. Des horaires, donc tu as fini les cours, elle avait ton emploi du temps, fallait que tu rentres, t'avais pas le droit de traîner dehors, parler avec tes potes, fallait que tu rentres tout de suite. T'avais aussi tout ce qui est au niveau des tâches ménagères. Dès le début, en fait, on avait un tableau assez militaire avec les jours de la semaine et les heures de la journée. Et elle avait mis des tranches avec toutes les tâches de la maison qu'une maison peut avoir et réparties sur les 3 enfants. Et donc en fait on avait ce truc à suivre et on n'avait certainement pas le droit de se dire vas-y toi tu fais ça et moi la prochaine fois je te ferai ça et tout. On n'avait pas le droit. C'est celle qui doit ranger la table et celle qui doit faire la vaisselle. Personne n'inverse les rôles, c'est tout le monde à sa place et au rapport à la bonne heure parce que si vous n'êtes pas là à l'heure où c'est dicté, c'est par exemple si à 19h t'es pas à table, tu ne manges pas, etc., etc. Elle disait c'est même pas la peine de venir. Donc, et comme tu as tellement peur d'entrer dans ces espaces communs, qui ne sont pas des espaces communs, c'est des espaces qui lui appartiennent. C'est des espaces où quand tu mets les pieds dedans, tu sais qu'il va se passer un truc. Et à table, chaque dîner, c'était un tribunal. Il y avait quelqu'un qui allait se prendre un... Je sais pas, on était dans la cour de justice et ça y est, il y avait un truc, un acte, un regard mal placé, un verre pas au bon endroit. Moi, je vois tout à fait. Mais même des trucs, genre un truc que t'as fait il y a 3 jours ou un truc que t'as dit à ta sœur que l'autre elle a cafeté à ta belle-mère, ça va être mis sur la table et il va falloir en rendre des comptes. En fait, on se rend pas compte que même si là, comme ça a l'air d'être pas si grave a priori, parce qu'on n'a pas encore entré dans le vif du sujet totalement, mais on se rend pas compte que pour un regard d'un enfant, dans sa maison, avec des gens qui sont censés représenter la sécurité, c'est juste infernal parce qu'en fait tu ne te sens pas chez toi jamais. T'as l'impression en fait de pas mériter ta place, t'es en hypervigilance tout le temps. Parce que moi par exemple mon père il m'a jamais frappé, mais il était dans cette même dynamique, il me surveillait continuellement et même quand j'étais pas chez lui, je savais que quelque part quelqu'un allait venir lui dire j'ai vu ta fille là, elle a fait ça, elle a parlé à un tel, et qu'en fait c'est comme si t'avais vraiment tout le temps un nuage comme ça orageux au-dessus de ta tête et du coup ça rend fou. Mais vraiment parce que surtout quand t'es petit, que tu dois explorer le monde, essayer d'expérimenter qui tu es, tes limites, ce que t'aimes, on t'interdit formellement cette exploration parce que tu dois correspondre à ce qu'on a décidé pour toi, ce que tu devais être. Et pour moi, quand je illustre un peu les violences domestiques et tout, souvent je prends 2 images. Soit il y a des violences qui sont très obvious, extrêmes, visibles et que tout le monde se dit ah ouais putain ça c'est chaud, que j'ai vécu aussi en partie, mais il y a toute une autre partie des violences qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup moins visible, beaucoup moins claire et qui est beaucoup plus
c'est vraiment latent, c'est continu, et c'est moi je vois ça plutôt comme un venin qui se distille, tu vois. Ou bah ouais, une goutte par jour, ça va pas te tuer, mais quand ça fait des années que tous les jours on te met une goutte de venin dans ta bouffe, et ben au bout d'un moment, ça te bousille. Ce qui était très particulier dans la façon dont ma belle-mère procédait, c'est qu'en plus de ça, ces injonctions étaient parfois paradoxales, voire absurdes. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est le point de douleur le plus extrême pour ma sœur et moi. Parce que comme tu le disais, tu vois, il y a, nous on parlait de l'inconfort, là tu nous as dit ensuite, il y a la question vraiment de la douleur vive, ce moment de crise de violence qui est souvent sur un instant, qui peut être potentiellement plus ou moins court, mais en tout cas plus court qui est défini. Ces prisons mentales dont tu parlais. Et ces moments moi, de crise, que je trouve être des moments de crise qui justement apparaissaient quand la discipline n'était plus suffisante, il fallait en passer par les mains. Donc ça c'est les rares moments où en fait j'ai tenté de me défendre, j'ai tenté de verbaliser mon désaccord, ma personne, mon agentivité, et que ça n'a pas fonctionné. Et quand je parle de ça, je parle de juste l'agentivité à prendre de quoi me nourrir un soir. Moi j'aimerais prendre justement l'exemple de ma période de bac, donc où j'ai encore cette période de bac blanc, où je suis prise par... Donc j'avais du babysitting à l'époque parce que depuis mes 13 ans et que j'étais arrivée chez eux, il fallait que je sois autonome, donc il fallait que je paye moi-même tout. Donc le médecin, mes fringues, mes affaires scolaires, mes sorties. Au départ ça commence avec les sorties, et puis après on te retire de plus en plus de trucs. J'avais donc cette histoire d'argent moi qui me permettait un petit peu de gagner en liberté, parce que je voyais bien qu'elle jouait beaucoup trop avec les trucs justement qu'elle me payait, les rares trucs qu'elle me payait dans l'année. Et résultat, j'avais le travail, donc là à ce moment-là on se dit, je crois j'ai peut-être 15-16 ans quoi. Donc j'ai le travail, j'ai les études, j'ai le bac blanc qui arrive, je commence à être là stressée. Je suis pas encore dans une situation où mes problèmes de santé deviennent vraiment incapacitants. Mais n'empêche que j'ai mes problèmes de dos suite à un torticolis congénital que j'ai eu quand je suis née et qui a pas été traité avant mes 10 ans. Et ça, en fait, ça me traîne du coup des problèmes de dos à cause de ça. Donc dès que j'étais trop sur le bureau et tout, j'ai des problèmes au cervical, au dos, bref, je chiale de douleur, mais il faut que je continue à bosser, donc bon. Et tu savais pas que t'avais le SED aussi, non? Et je savais pas que j'avais le SED non plus. C'est le syndrome d'Ehlers-Danlos pour les personnes qui savent pas ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a Mathieu de la chaîne Vivre Avec qui en parlait pendant très très longtemps. J'ai parlé de la chaîne de Mathieu, mais dans tellement de vidéos, donc je remettrai sa chaîne en dessous si ça intéresse des gens. Ouais, vraiment, allez voir son contenu. T'as pas de sas de décompression, tu sais que t'es entendu constamment, tu sais qu'elle écoute aux portes. Tu sais que voilà, elle essaie de regarder dans ton téléphone dès qu'elle peut, c'est pour ça que t'avais pas le droit de mettre ton téléphone dans les toilettes, parce qu'en fait quand t'étais aux toilettes elle en profitait, et si tu gardais ton téléphone dans les toilettes et qu'elle te voyait avec, t'étais privé de ton téléphone pendant une semaine. Enfin vraiment des trucs genre. Mais le premier fait de violence que ma mère avait évoqué à la police, pour le coup c'était un fait de violence typique du elle se projette sur toi et puis elle te frappe à plusieurs reprises et toi juste tu te protèges. Mais je pense que plus j'ai grandi et plus elle a été dans un espèce de truc du... Peut-être que oui, peut-être que les coups elle s'est rendue compte qu'en fait elle se faisait mal aussi. À force, quand tu te protèges, que tu te manges sans arrêt en frappant les os de quelqu'un, j'en sais rien. Je sais qu'elle a ce truc d'agripper les gens et de les tirer vers le sol, quoi. Enfin la tête vers le sol. Mon père s'est interposé et ma belle-mère va considérer qu'il prend parti à ce moment-là. Ça, il y a un truc très symbolique à ce moment-là parce que c'est la seule fois où il va être vraiment présent sur cette scène de violence. Mon père va dire non mais... ok que tu la prives de manger à table à 19h, mais pas ok que tu la prives pleinement de manger. Bon, déjà il était plus ou moins d'accord avec la dispute, enfin avec la punition, mais bon, on ne prive pas un enfant de manger, c'est ce qu'il avait dit. Donc elle le pousse et tout en me disant non mais comment ça tu as, elle réessaye de me frapper et tout, genre tu te dis mais c'est fini. Pour un yaourt, hein. Pour un yaourt. Donc ouais, pour moi les violences c'était surtout ça, les violences physiques étaient très rares et justement en fait pour moi c'était les moments de grosse visibilité de sa haine, de sa colère, de tout ce que tu veux, en tout cas de tout ce qui pourrait être considéré comme monstrueux, méchant, etc. Et donc pour moi les violences physiques, quand même elles étaient violentes et vraiment elles m'ont traumatisée. J'ai gardé très longtemps ce truc de quand quelqu'un lève la main, tu sais, je me protégeais tout de suite et tout. J'avais gardé tous ces trucs là, mais au moins c'était des moments où je me disais ok c'est matériel, ça existe. Parce qu'effectivement, la prison mentale, tu la vois pas. C'est difficile de la nommer. Ouais. On se rend pas compte parce que effectivement, pour avoir vécu les deux, quand t'as un bleu et tu sais d'où il part, bah tu sais que c'est pas toi qui l'as fait. Tu te dis bah on me l'a fait. Ouais. Mais quand ça rentre dans ta tête, t'arrives plus à te souvenir après genre mais c'est moi qui pense ça ou on me l'a dit. C'est moi qui suis d'accord avec ça ou on me l'a fait justement. C'est comme un bleu de la tête finalement. Genre, et après quand on accumule plein, bah t'as le cerveau flingué, tu sais plus raisonner. C'est ça. Vraiment. Et puis surtout quand on te dit mais il s'est jamais passé ça.
Quand je te disais le truc de l'absurdité, j'étais même pas revenue dessus tout à l'heure, parce que c'est pour moi le point central de sa discipline, c'est que sa discipline était absurde. Si encore sa discipline c'était, il y a des horaires stricts et il y a des façons de faire strictes, ça irait. Mais le problème, ça irait. Dans mon monde, ça irait, parce que dans mon monde, c'était plutôt que jour 1, elle te dit fais comme ça, jour 2, elle te dispute de l'avoir fait comme ça, et elle t'exige l'inverse. Des trucs de merde, du genre, le verre se pose dans son sens normal. Le jour 2, c'est non, il se pose à l'envers pour des histoires de poussière, que ça rentre dedans ou que ça touche le rebord. Les casseroles, faut les laisser sécher. Non, faut les essuyer avec le torchon. Non, faut pas avec le torchon parce que tu vas salir le torchon. Non, faut le laisser sécher. Et c'était que des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu faisais un truc... Puis tu sais plus le référentiel de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est... Tout est cassé. Et le truc, c'est que cette absurdité-là, effectivement, moi, elle est venue m'atteindre vraiment dans mon identité parce que j'ai dû développer des versions de moi qui s'adaptaient à chaque état d'esprit d'elle, à chaque besoin, à chaque... Je sais pas. À ce moment-là, au lycée, ma meilleure amie m'avait conseillé d'aller dans un CMP, donc un centre médico-psychologique. T'avais quel âge ? Là, j'avais 16, je pense. Si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est que du coup, jusqu'à à peu près tes 16-17 ans, t'avais pas encore obtenu de l'aide pour essayer déjà de sortir de cet environnement, d'essayer de te soulager mentalement, parce que j'imagine que tu devais vachement souffrir. Comment t'en es arrivée, du coup, à un moment donné, à basculer Comment t'es sortie du truc ? Ouais. En gros, le centre médico-psychologique qui est fait pour les enfants, à ce moment-là, va me suivre parce que, oui, ça va pas. Et dès le début, je dis... je crois que j'en demande trop, genre tu sais, je crois que ma vie ça va par rapport à, je sais pas pourquoi, genre je regardais les autres patients, je voyais des gamins et tout qui couraient partout, et je disais, je suis pas eux, du coup, qu'est-ce que je fous là ? Ça se trouve, j'exige un soin que je ne mérite pas. Mais attends, juste, comme t'avais aucune marge de manœuvre, le fait que toi t'ailles demander de l'aide au CMP, est-ce que c'était quelque chose qu'elle savait ? Non, je leur ai pas dit. Je crois que sur le début, je leur ai pas dit. T'as fait ça en cachette ? Ah, j'ai fait ça en cachette. Mais je sais que sur la période justement du psychiatre, à un moment donné, il va me dire, faut que je vois tes parents. Et là... Parce qu'il t'a dit quoi, le psychiatre, en fait ? Le psychiatre, il me dit, effectivement, il y a du conflit. Et il y a des trucs... je ne peux pas parler qu'à toi. Il faut que je parle avec les autres versions de cette histoire. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient, etc. Lui, je pense qu'il avait déjà identifié des trucs. Je dis, bon, why not ? Je préviens les parents. Ils acceptent parce qu'ils se disent, c'est elle la zinzin, c'est pas nous. Donc ils y vont. Les deux. Et là, le psychiatre dit... alors voilà, vous êtes effectivement, donc vous êtes le père d'Ariana, vous êtes alors sa belle-mère, sa mère adoptive, enfin qui êtes-vous pour Ariana ? Et est-ce que vous êtes un parent pour Ariana ? Enfin, il a sorti une question, mais de comment on peut vous appeler ? Je crois qu'à ce moment-là, mais il l'a détruite sur place, mais moi à ce moment-là je me dis, il lui a posé la pire, je suis dans la merde. Genre l'air de dire, vous faites pas du tout votre taf, quoi. Je pense que lui, il était très sincère, et qu'il était là en mode, on va redéfinir la place de tout le monde dans cette famille dysfonctionnelle, mais ma belle-mère l'a pris comme, ah, tu remets en question qui je suis pour cette personne, tu remets mon pouvoir que j'exerce depuis le début sur cette fille, alors que c'est elle le problème, on devrait parler d'elle, et là le sujet c'est moi, qui je suis pour elle. Et que, sous-entendu, ce serait ma faute qu'elle soit comme ça. Quel affront. Genre, on se retrouve tous chez le psychiatre, et c'est moi qu'on interroge. Petit miroir comme ça, regarde-toi. Vraiment. Et moi, j'étais là, genre... Guide, cataclysme. Finito. C'est finito pipo, pour moi, là. Et ça a été le cas, effectivement. Ça a été finito à ce moment-là. Alors, pas le suivi, parce que je vais le continuer, mais je vais me prendre un autre lot de violence, qui va être que, parce que ce truc-là, donc elle va exploser en larmes, mais je l'ai adoptée, j'ai bien accepté moi de la récupérer après la mort de sa mère, alors que je suis malade et que j'en peux plus. Je rentre à la maison, elle me fait viens, je vais te faire une tresse. Première fois de ma life qu'elle décide de me tresser les cheveux. Je rentre pour l'une des rares fois de ma vie, pareil, j'ai dû rentrer 3 fois dans sa chambre sur 7 ans. Elle me dit viens dans ma chambre. Je vais dans sa chambre. Je m'installe au pied du lit, assise, le lit en dossier, elle assise au-dessus de moi, elle commence à me tresser les cheveux. Donc imagine la scène où elle a tes cheveux dans les mains. Et là, elle te sort le jugement du tribunal qui dit que tu as été adoptée par cette femme. Et elle te dit, je vais te demander de lire la première page à voix haute, s'il te plaît. Pendant qu'elle te tresse les cheveux. Tu vois la scène. C'est tellement symbolique. Et du coup, je vais être
au départ, je la lis dans ma tête. Non, à haute voix. Et jusqu'à ce que je lise bien l'acte rendu du juge qui dit bien que, au nom de machin, madame a adopté un tel et un tel. Et elle dit, oui, donc tu vois, je suis ta mère adoptive. Tu peux reposer le papier, elle avait fini ma tresse. Et rompez. Vraiment, genre, rappelle-toi de ta place. Vraiment. Rappelle-toi Plus où est-ce jamais, que tu dois être. Et elle m'a dit, maintenant tu sais où tu peux te les mettre, tes séances chez le psychiatre. Je reviendrai plus. Et mon père va venir. Et il y aura cette chaise vide entre lui et moi, à chaque fois, à chaque séance. Et ça ne va pas donner grand-chose, si ce n'est que mon psychiatre, à la fin, va me dire « Casse-toi ». Vraiment, va-t'en pas. Mais tu sais, il te le dit un peu en mode vraiment comme un psychiatre. Il te dit je pense qu'il serait temps de prendre ton envol, blablabla. Genre j'ai 18-19 ans. Et là, mon père, je lui dis ouais, ce serait bien pour la fac et tout, que je me rapproche de l'université de Nanterre. Et c'est le seul coup de main que vraiment il va me donner, même si des fois il m'a donné un billet, parce que des fois il devait me donner des billets sous le manteau pour me rembourser mes soins médicaux, pour pas qu'elle sache. Donc là, c'est un peu le dernier truc qu'il va faire pour m'aider. Il me trouve un appart étudiant. Je déguerpis pour la L2. Et à partir de là, ma sœur va se retrouver seule avec eux. Oh. Et là, je vais être à chaque fois responsable de ma sœur que on part en vacances, mais on prend pas ta sœur. Tu la prends une semaine chez toi, alors que t'as pas de thune. Et tu vas tout payer toute seule. Donc on me diagnostique la dépression, et prends ton paroxétine, et voilà. Et de l'autre côté, un suivi psychologique qui va être psychanalytique. Et où là, la nana va plutôt chercher à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère. Biologique donc. Biologique. Sauf que c'est pas là où il faut creuser, mais tant pis. Moi, à ce moment-là, je savais pas ce que c'était que la psychanalyse. Je comprenais pas trop comment fonctionnaient les théories. Et j'étais là en mode, mais c'est pas ma mère, quoi. Avec ma mère, tout était stable, tout était bien, tout était. Voilà. Et même s'il y avait des difficultés, on les traversait ensemble, pas l'une contre l'autre. Là, mon problème, c'est ma belle-mère. Je veux bien qu'on aille creuser du côté de mon père, mais ma mère, faut la laisser de côté. Là, ça sert à rien. Ou alors, on peut parler de sa mort, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai vécu des trucs aussi très traumatisants vis-à-vis de ça, parce que, voir quelqu'un de malade. Et puis voir le cadavre, c'est compliqué. Donc c'est des souvenirs qui me restent, mais au-delà de ça, après on a fait le tour, quoi, tu vois. Et du coup, moi, ma première expérience avec la psychiatrie, ça va être vraiment à la fac. Donc le BAPU va me suivre, j'imagine, sur mes 3 années de licence. En gros, j'ai 2 hospitalisations, 2017 et 2018. À chaque fois, c'est moitié de l'année, deuxième semestre, je tiens plus. Je suis au bout du rôle et généralement juste au moment des vacances, en plus où on te coupe ta bourse, t'as plus rien, tu sais que tu dois trouver un taf qui va payer suffisamment ton loyer et tout, bref, c'est la catastrophe. Et donc je vais faire 2 hospitalisations. Pour ces 2-là, en fait je vais y aller par prévention, parce que je sens que mes idées suicidaires sont quotidiennes et que j'en ai parlé à ma sœur et qu'elle me dit ok, si tu veux, si tu sens que là ça commence à être dangereux, etc., à ce moment-là, nous on a de l'espoir dans la psychiatrie, on se dit autant te faire hospitaliser, on va prendre soin de toi et tu vas revenir sans ces idées-là. Et à ce moment-là, on te donnait que des antidépresseurs. Et j'avais que la paroxétine. Je suis pas sûre que j'avais un anxiolytique à ce moment-là. On dit ok, on fait le premier entretien, j'ai récupéré mon dossier médical et c'est assez consternant de lire le rapport du médecin qui m'a récupéré aux urgences et qui m'a posé des questions qui en fait moi m'empêchaient à ce moment-là d'exprimer correctement. Enfin, les questions étaient tellement fermées qu'elles pouvaient prendre en compte des situations de violence que lui allait considérer comme être des symptômes de folie. Je m'explique. C'est une époque donc, où je suis seule dans mon appart, je trime pour essayer de travailler, gagner de l'argent pour payer mes études, vivre dans mon appart toute seule, alors que mes parents sont en train de me couper tout, la ligne téléphonique, le machin, et qu'ils me refusaient que je demande des aides à la CAF, donc en France, la caisse des allocations familiales, pour demander l'aide au logement. Ils disaient non, on va tout perdre aux impôts, il faut qu'on garde notre demi-part. Bref, je servais qu'à ça. J'étais la part des impôts. Donc je vais pas avoir le droit en fait à des aides à ce moment-là. J'ai la bourse, mais ça ne me suffit pas. Et donc j'en peux plus. Et c'est une période où je suis particulièrement vulnérable, où je fais des soirées où l'alcool, j'en prends peut-être un peu trop. Et où des hommes, même des fois, m'invitent à boire plus que prévu. Et puis comme ça, ils peuvent m'emmener chez eux. Et donc je vais vivre tout un tas de situations comme ça où ma vulnérabilité va être au service d'une exploitation sexuelle pour ces hommes qui, au moment où le médecin me demande est-ce que vous avez des rapports protégés, moi je fais pas la diff
entre les rapports où on a enlevé le préservatif sans me prévenir, où on m'a contrainte à quelque chose, etc. Et donc moi je dis bah oui. Et donc il note rapport à risque. J'avais juste un gars avec qui je traînais de temps en temps. Lui fumait du cannabis et il va noter fume du cannabis, consomme régulièrement du cannabis. Alors que non. Non. Genre, et au pire, je tirais une fois dans la taf, ça m'est cramé la gorge, j'ai ok. Et c'était tout quoi. J'étais un bébé. Vraiment... Mais j'avais quoi? J'avais 21 ans. Mais tu comprenais rien à ce que tu vivais en fait. Bébé. Mais tu sais que je l'ai appelé mon année de la déchéance. Les 21 ans. J'étais un bébé de la vie, je ne comprenais rien, j'ai été droppée dans le monde des adultes, toujours à l'université. Et avec ton logiciel de je me soumets à la moindre autorité qui me arrive à moi, Parce que ça en fait les gens ils captent pas, c'est que en fait quand on est sujet à vivre des traumas, bah ça augmente les chances de continuer d'en vivre parce qu'en fait on enregistre qu'en fait on peut rien faire contre ça. Donc quand tu grandis avec l'idée que t'as pas le droit de te défendre, que t'as pas le droit de répondre, que t'as pas le droit de réagir et que si tu le fais tu vas t'en prendre plein la gueule derrière et bah après en dehors de ta famille, bah ça se reproduit, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et le pire, c'est que quand c'est des inconnus, quand c'est des hommes, etc., bah ça rajoute de l'intimidation derrière. Oui. Et du coup, ça fait que, forcément, ça t'expose encore plus à des risques de violence. Exactement. Et puis quand en plus, il y a les notions d'argent derrière, où du coup, ils en profitent pour t'offrir des trucs, donc tu te sens redevable, tu connais tout le process. Ou même des gens qui essayent de t'extorquer des photos, etc., sous prétexte qu'ils vont te donner de l'argent et qu'en fait pas du tout. Ça aussi, c'est des choses qui ont été particulièrement compliquées aussi pour moi. J'avais commencé même à de l'escorte à ce moment-là, pour essayer d'arrondir les fins de mois en plus du taf que je faisais. Et du coup, vraiment, c'était l'année de la déchéance. Donc le gars, en fait, quand il me ramasse aux urgences, comportement à risque, tac, 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 elle parle trop vite, elle consomme. Bref, je commençais à cocher toutes les cases de la bipolarité selon lui. Mais à ce moment-là, il pose pas de diag parce qu'il faut que je passe en HP. Avec le truc de elle a des idées suicidaires, blablabla, machin, elle dit que. J'aime bien le truc, elle prétend ou elle dit que ses parents, ceci, cela, bref. Elle dit ou elle prétend avoir un syndrome dépressif. Frère, je prends des médocs, il y a un psychiatre qui genre, c'est pas moi qui prétends rien, on l'a dit quoi. Son confrère, en fait, j'ai envie de dire, au pire, tu lui passes un coup de fil si tu comprends pas. Mais voilà, quand tu vois les dossiers médicaux comme ça, tu te dis, moi ça a commencé, c'est ce genre de choses qui m'ont un peu aidé plus tard à mieux comprendre ce qui m'était arrivé. Et donc en psychiatrie, donc moi j'y vais en mode, pareil, enfant sage, droit dans ses bottes. Ah, faut que je me lève à 8h. Je me lève à 8h, même si c'est hardcore et même si tu m'as mis une claque de tertian dans la gueule la veille au soir. T'as des horaires où tu dois te lever, prendre tes médicaments, aller au réfectoire, etc. Et sur tout le reste du temps, tu te fais chier. Parce qu'il n'y a rien à faire. Tu erres dans les couloirs. Si t'as de la chance, t'as peut-être ton paquet de clopes. Moi, je fumais pas, mais j'accompagnais mes potes pour prendre un peu l'air. Il n'y a pas de jeu. Il y avait vite fait une télé, mais soit il y en a un qui la squatte tout le temps et du coup tu regardes BFM et c'est relou. Soit il se passe pas grand chose quoi. Ou alors tout le monde parle et du coup on n'entend pas la télé. Bon, c'est pas ça qui te fait passer tes journées quoi. Et de toute façon t'es pas mal shooté par les médicaments donc généralement en fait tu n'es pas trop à même de faire quoi que ce soit. Moi j'ai retrouvé parce que j'ai toujours écrit dans des journaux intimes depuis mes 10 ans et quand j'écrivais en fait sur cette période là, déjà j'écris pas sur les lignes et j'oubliais des mots. Mes phrases n'avaient pas de sens. Quand j'ai écrit des textos, pareil, je regardais à cette époque-là, manquait des mots, mes phrases n'étaient pas cohérentes, c'était compliqué. Et puis ils vont augmenter les doses. Donc là, je vais confondre mes 2 hospitalisations sur 2017 et 2018 parce que elles sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que c'est le même schéma qui se répète. Mais t'es resté combien de temps dans chaque... Et sur chacune, j'ai dû faire 2-3 mois. Ah ouais, c'est quand même long. Bah ça va, ma soeur elle a fait presque 1 an sur sa dernière. Ah ouais? Oui. Moi j'ai l'impression que 2-3 mois ça va en public. J'ai été hospitalisée 2 fois et c'était toujours... une fois c'était 4 jours et une fois c'était 11. Ah oui. Donc c'est vraiment des passages beaucoup plus courts. Mais il se passe rien, t'as à peine le temps de... Ils te redroppent dans la nature tout de suite. Et d'ailleurs en fait ils vont pas juste augmenter les doses, ils vont me passer de l'antidépresseur au neuroleptique. Donc là ils me passent à la Abilify. Parce que si c'est pas de la dépression, parce que ça fait trop longtemps que je suis en dépression, c'est que je dois être bipolaire. Et ça, c'est, je crois, au 2e jour que j'arrive dans le truc. Le médecin psychiatre me voit, c'est le directeur du service. Il me voit en 5 minutes, il me dit « T'es bipolaire ». Et donc, je lui demande « Ah ouais, pourquoi ?» Parce que moi,
toujours l'enfant sage qui a envie de tout bien faire, tu sais. Même du point de vue du médecin, enfin pour le médecin, j'étais en mode t'inquiète, je respecte tout ton traitement. Je prenais des notes de mes doses, de mes docs, chaque jour je cochais quand je les prenais, enfin. L'enfant parfait, quoi. Et en fait, il va me dire, alors, tu parles trop vite, tout le temps. Tu as eu des comportements à risque entre la drogue et les relations sexuelles, sans jamais me demander pareil comment se passaient ces rapports-là, si j'étais consentante ou pas. Donc ça reste à risque, c'est moi qui me suis mise à risque. Et ça, c'est un vrai truc des bipolaires, de se mettre dans des situations de danger, hein, ça peut jamais être vraiment leur faute. Ou des borders. Enfin, pardon, des borders. Oui, non, mais il y a une porosité entre les diagnostics, et ça, on y reviendra certainement, mais on va commencer déjà à y mettre les petites notions anti-psy là-dedans. Il y a une vraie porosité dans les diagnostics, et ce qui fait que quand t'es bipolaire, tu peux être borderline, quand t'es borderline, tu peux être mal diagnostiqué parce qu'en fait t'étais bipolaire, et ça va avec tous les diagnostics, et généralement t'as pas qu'un diagnostic, t'en as une liste. C'est rare que la psychiatrie... Peut-être quand t'es schizophrène, c'est peut-être le seul. C'est juste psychotique. Voilà, c'est juste un vrai fou, quoi. Mais c'est propre à la schizophrénie. C'est propre à la schizophrénie, ça, encore une fois. Et quoique, parce que dans les schizophrènes, il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine de diagnostics de schizophrénie. Mais donc ils te disent t'es bipolaire. Donc on lui dit t'es bipolaire, tu fais des trucs de ouf, quoi. Tu dois avoir des moments de manie. Donc on va te passer sous Abilify. Donc je passe sous Abilify, je pète un câble. Parce que le truc est tellement fort que ça me retourne le cerveau. Je démarre dans un état quasi comateux, où en fait je peux pas me lever sans avoir des nausées, sans tomber, faire des malaises. Je me mets à avoir la mâchoire qui se serre. Ça, c'était un truc que j'avais déjà un petit peu avec l'antidépresseur, mais là ça commence à être plus intense parce que je me mets à baver, parce que je ne peux plus avaler ma salive. Je reste couchée dans mon lit alors qu'on me hurle faut prendre tes médicaments, faut aller manger, faut machin. T'entends rien, tu comprends rien à ce qui se passe. Donc tu restes couché dans ton lit, quand tu essayes de te lever, t'es comme ça pour essayer de manger, et tu trembles, etc. Enfin, j'étais dans un état catastrophique. Là, vraiment, c'est même plus genre j'oubliais des mots, je ne pouvais pas écrire. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, à la base, tu viens là-bas pour qu'on t'aide, et en fait, tu te sens plus mal une fois que tu y es. C'est quand même assez chelou, tu vois. Et que tu fais tout pour être une meilleure personne, pour montrer que tu... Mais t'as pas de suivi psy. Tu vas pas voir quelqu'un pour raconter ta life à ce moment-là. Non, on te donne juste des médicaments, et on t'isole, et c'est tout. Et on attend que ça passe, quoi. Le psychologue, j'ai dû le voir 2 fois sur les 3 mois. Putain, le psychiatre, alors, moi, pareil. Ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. Et heureusement. Dans ma récente hospitalisation. Je pète un boulon après ce truc de comateux là. Je commence à vraiment péter un boulon, genre l'irritabilité, mais affreuse. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est comme si t'étais genre sur ton top de tes règles constamment. Et genre tu vas dans un truc, tu fais non, ça me fait chier en fait, je me casse. Et tout le temps. Donc là je commence à dire je crois que j'ai la bipolarité, vous avez raison. Parce que ça y est, je vois des manifestations de manie, comme vous étiez en train de me dire. Il dit oula, c'est un peu trop. Du coup, il te met un premier stabilisateur d'humeur. Puis après, il t'en met un deuxième. Mais comme tu trembles, il te met un anti-parkinsonien. Donc je me retrouve avec un traitement à rallonge, avec toujours les anxiolytiques, sachant que c'est leur truc à eux, c'est le truc de l'hôpital, c'est le Célesta, et je le supporte pas. Donc ça me cassait encore plus. Et j'avais les somnifères en plus. Donc bref, le cocktail, déjà, t'as pas envie de savoir combien ça coûte à la sécurité sociale, et combien ça m'a coûté, parce que c'était pas remboursé. Oui, et tout ça ingurgité dans mon corps pendant 2 mois. Enfin, c'était sur la dernière, donc un mois et demi, parce qu'après je vais vite l'arrêter quand je vais partir. Tu vrilles, tu ne peux plus, tu ne tiens plus en place, et tu passes des états un peu comateux, t'arrêtes pas de baver, tu trembles, tu peux pas manger, à des états d'excitation, mais d'agitation, tu ne te supportes plus toi-même, tu ne supportes plus d'avoir une conscience. C'est trop déstabilisant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, le coût de la médication, de la pharmacologie autour de la psychiatrie, c'est quelque chose qui date à peu près des années 50. Donc c'est très récent. Et c'est quelque chose qui est vraiment arrivé sur un coup de chance. Parce que du coup, on pouvait calmer l'agitation sans passer par la lobotomie. Oui, parce que c'est vrai qu'on coupait le cerveau des gens à l'époque. Alors oui, la lobotomie, comment ça fonctionnait en plus? Tu te mettais un petit pieu là, tac, tu tapes d'un coup. Et en fait, tu visais une zone particulière du cerveau en espérant que tu as tapé au bon endroit pour... C'est dingue. Et quand on dit t'es lobotomisé, etc., c'est vraiment cette image des vrais lobotomisés qu'on a continué. Aux États-Unis, ça continue jusqu'aux années 60 ans. Mais il y avait des gars avec des caravanes et tout, là, ils continuent à faire ça. Mais on retire vraiment des parties du cerveau? Non, on retire pas. On tape pour déglinguer une zone pour te rendre amorphe. Et donc c'est pour ça que quand on dit t'es lobotomisé, c'est que t'es tout... parce que c'était l'objectif de calmer l'agitation. Et finalement, c'est ce que font certains médicaments, de juste désactiver des aires cérébrales où tout d'un coup on dirait que t'es plus toi-même. Et moi je trouve que pour un suivi psy, le but c'est qu'on t'aide à retrouver qui t'es, à te réapproprier tout ça, pas à juste rendre mort des parties de toi en disant voilà, vis comme un zombie.
C'est le souci quand une psychiatrie qui a toujours fonctionné déjà sur l'idée de il faut trouver des manifestations du délire, il faut qu'on la voie la folie, parce qu'on la voit jamais vraiment la folie. Ça c'est toute l'histoire que retrace l'histoire de la folie à l'âge classique, la thèse de Foucault quand son tout premier bouquin sur la psychiatrie. C'est que il faut déjà voir les manifestations de folie, et quand tu les vois, ça te permet de dire ça c'est les symptômes. Donc nous on est là, depuis d'ailleurs les neuroleptiques, etc., pour jouer sur les manifestations de la folie, pas sur ta phénoménologie de ta souffrance. Donc, quand on dit phénoménologie, c'est-à-dire ton expérience subjective des phénomènes. En philosophie, on utilise ce terme pour dire comment toi, tu appréhendes ce que tu perçois, ce que tu vis autour de toi. Et cette phénoménologie, elle nous est retirée par la psychiatrie qui considère que non, tu es dysfonctionnel, tu as un trouble, tu as une maladie. T'es cassé, on te répare. Et donc, il n'y a pas un truc à retrouver ou quoi. Non, il y a juste à soigner les symptômes. Donc ton médicament... Sans parler que ce modèle biomédical qui est arrivé avec les médicaments, il est aussi là pour fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de te diagnostiquer, on te donne le médoc, et si le médoc fonctionne, alors on peut poser le diagnostic. T'es partie de l'hôpital donc, t'as arrêté les médicaments. Donc là, à ce moment-là, je vais voir un psychiatre au hasard, et je dis, please, donnez-moi autre chose. Parce que moi, j'étais persuadée que j'étais bipolaire. Tu m'étonnes, la Abilify me donnait tous les symptômes qui me manquaient pour faire le diagnostic. Et je lui dis, donnez-moi un truc qui me va. Parce que je veux bien croire que je suis bipolaire. Mais t'avais tout arrêté? Non, à ce moment-là, je continue, mais je dis please, sauvez-moi. Et lui, il me dit racontez-moi votre vie, vous venez de me la raconter, j'ai du mal à croire que ce soit de la bipolarité. Lisez-moi cette feuille. Il me tend sa feuille d'ordonnance vierge, et il me dit lisez-moi la feuille. Et je commence par le tout début. Il me dit je pense à 99% que vous êtes autiste. Donc on va arrêter le traitement. Et il essaye de le faire par palier. Moi, j'en peux tellement plus. Toi, tu prenais encore tous les médocs? Ouais. En sortant, ok. Et j'en pouvais tellement plus à ce moment-là que je décide de faire un sevrage sec sans connaître. Moi, j'ai zéro info sur c'est quoi les sevrages, comment ça fonctionne, qu'est-ce que font les traitements. J'ai vécu... Alors, depuis, j'ai vécu un bad trip. Donc, je dirais pas que c'est le pire truc que j'ai vécu sous traitement. Mais vraiment, le sevrage a été catastrophique. Et heureusement que ça aura été sur un temps très court, mais t'as ce truc où tu te tiens la tête et tu te roules dans le lit en te disant je ne veux plus exister parce que mon cerveau m'envoie des phénomènes, des informations, des trucs. Incompréhensible. Je ne peux pas. Mais c'est cette espèce encore une fois, d'excitabilité, d'agitation, mais insupportable. Tu veux t'arracher, tu dis mais je veux que ça cesse, et tu... moi je prenais l'exemple de... comment il s'appelle ? C'est Ulysse qui se retourne sur son bateau et qui s'attache pour pas que le chant des sirènes le fasse chavirer. Et j'étais dans ce truc-là en mode, mais au pire, attachez-moi, parce que je vais faire une dinguerie. Et jusqu'à ce que le truc s'arrête, sous une semaine, je pense que j'étais sur un gros... mais ça, c'était le psychiatre qui t'a dit de le sevrer comme ça? Non, lui, il avait dit, on va faire par pourcentage, genre 2%. Mais moi, j'en pouvais plus d'en prendre un sur... c'était un tous les 2 jours, et puis un tous les 3. Moi, j'ai pas le cerveau pour faire ça. Moi, j'ai dit non, j'arrête tout. Ouais, à un moment donné, j'ai dit, gars, moi je peux pas. À un moment donné, je vais oublier. Déjà prendre le traitement 1 fois par jour et tout, j'oubliais des fois mes traitements. Si je dois le prendre 1 fois tous les 2, tous les 3, tous les machins, j'y arrive pas. Et j'ai dit finito parce que moi derrière, j'ai les études en fait qui reprennent. Et je suis un zombie. Je peux pas en fait. Il faut arrêter ça. Je préfère souffrir un coup et après c'est fini. Et heureusement, ça s'est terminé. Au bout de combien de temps tu t'es sentie un peu mieux? Je pense au bout d'1 semaine déjà. Parce que t'avais je pense vraiment tout le truc, tout le pic. Je sais même pas comment tu peux appeler ça, faudrait que je fasse des recherches pour savoir c'est quoi cette espèce de syndrome qui se passe à ce moment-là. Mais vraiment, c'est de pic de manque. Lui, il me diagnostique du coup autiste. On arrête les traitements. Il passe justement à l'alprazolam, donc l'anxiolytique, en cas de besoin. On n'est pas sur un truc, voilà. Je crois que je suis encore sous somnifère, parce que clairement, moi, les troubles du sommeil, je les ai depuis que je suis gamine. Ça aussi, ça lui avait donné la puce à l'oreille pour me diagnostiquer autiste. Et du coup, est-ce qu'il te donne autre chose plus adapté ou pas? Lui, à ce moment-là, non, il me dit non, faut arrêter tout. Parce qu'en fait, votre autisme, il est caché derrière le médoc. Faut qu'on voit votre vrai vous. Vous avez tellement été sous traitement depuis du coup vos 17 ans. Et là, vous en avez 21-22. Faut qu'on arrête en fait. Et moi, je savais même plus qui j'étais à ce stade. Et là, je me découvre. Donc après, il y a ce truc, tu sais, où avec l'étiquetage, c'est quelque chose que je pense qu'on observe généralement avec les personnes diagnostiquées autistes. Je sais pas si c'est le cas avec d'autres diagnostics, mais moi en tout cas, je l'ai observé avec l'autisme. Et pour l'avoir vécu aussi, c'est qu'au moment où on te le dit, tu fais vraiment s'effondrer toutes les barrières normatives. Et donc, c'est pas forcément que tu performes l'autisme, mais que tu te sens à l'aise à le faire.
Tout le temps à l'aise à stimer, pas regarder dans les yeux, être très voilà. J'avais beaucoup ce truc-là dans les débuts. Ça va s'atténuer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, maintenant, je le vois uniquement dans des moments justement qui réactivent en fait mes traumas. Donc pour cette raison-là, aujourd'hui, j'estime être auto-dédiagnostiquée autiste. Je ne me considère pas autiste, même si je sais que pour des gens qui me verraient, ils me diraient mais si, Ariana, tu corresponds au comportement, etc. Même si, voilà. Moi, pour des raisons plus politiques et pour des raisons personnelles et identitaires, je ne me reconnais pas dans le diagnostic. Et en fait, les manifestations qu'on peut cerner comme étant de l'autisme, moi, je les associe pleinement à la fois à mes pathologies, donc mes maladies chroniques, qui m'apportent tout un lot de difficultés de gestion, en fait, je sais pas, de ma respiration, de mon cardiaque, etc. Et tout ça, ça peut donner des manifestations autistiques. Et de l'autre côté, mes traumatismes. Parce que je sens que dès que je suis en état d'alerte, activée dans mes traumatismes, je réenclenche des moyens de me préserver et c'est encore des manifestations autistiques. Et puis généralement, j'ai tendance à intellectualiser. J'estime que c'est aussi pareil, c'est dû à mes traumatismes. J'estime que je suis pas née comme ça, ou voilà, je suis pas vraiment à l'aise avec cette terminologie qui voudrait que ce soit génétique, etc. Ça aussi pour des raisons politiques, parce que je trouve qu'on verse vers l'eugénisme quand on commence à adhérer à ce type d'idée et qu'on va au bout du postulat. On finit dans ce qui a permis aussi à la psychiatrie d'exister, à savoir cette grande période de l'eugénisme et de la théorie de la dégénérescence qui a fait naître la figure de l'idiot, donc la figure du débile mental, et toutes les catégorisations, notamment des enfants, sur l'échelle de l'intelligence. Et comment tu t'es intéressée gentiment à tous ces sujets qui t'ont ouvert tes horizons ? Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est dans mes hospitalisations, je commençais par mes droits. C'est simple, on me retirait mon téléphone portable dès le début. J'ai commencé, dès que j'ai eu le droit à mon téléphone 5 minutes, à checker comment fonctionnait déjà le code, donc le code de la santé, machin, le truc, et essayer de trouver sur est-ce qu'on a le droit d'enlever à quelqu'un son téléphone portable à l'hôpital. Et donc petit à petit, j'ai commencé à avoir des trucs sur il y a des règlements abusifs dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Et j'ai commencé à faire jouer ça au médecin qui, direct, même je crois que c'est même pas au médecin, à l'infirmier. Je lui ai dit, vous savez que vous portez atteinte à mon droit fondamental de communiquer ? Il a dit, ah ok, très bien, tiens. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, en me disant, oh waouh, en fait je peux gagner en pouvoir quand je connais mes droits, quand en fait je questionne l'environnement dans lequel je baigne. Puis en même temps, tu vas me dire, en 3 mois j'ai le temps. Chose que tu n'avais pas le droit de faire quand tu as grandi dans un environnement avec un flic, 2 flics, 3 flics familiaux. Clairement, non. Et je sais pas, est-ce que j'en avais ma claque de ce que j'avais vécu avant et que là je voulais pas que ça se répète ? Est-ce que justement il y avait cette idée du soin où avec mes parents je me disais ouais, ils sont pas là pour prendre soin de moi, mais quand même les psychiatres ils sont quand même là pour ça. Enfin, tu vois, il y avait peut-être un truc un peu aussi de ce genre-là. Et donc j'ai commencé d'abord vraiment par des recherches personnelles d'autodéfense personnelle, individuelle. Et ça, je vais quand même rester un temps sur ce truc un peu, j'étais un peu dans le délire bouddhiste et tout, faut quand même que je m'élève, faut que je devienne une meilleure personne, etc. J'étais quand même dans un truc assez libéral dans ma vision du soin, où je me disais, si c'est moi qui suis défectueuse, qui suis déficiente, qui suis dysfonctionnelle, c'est à moi d'aller mieux, de me traiter, etc., pour que je puisse réapparaître au monde dans une meilleure version de moi et que le monde m'accepte ou que je puisse fonctionner dans ce monde, vivre assez longtemps, j'en sais rien. Donc j'avais ce truc un peu genre, tu te terres dans ta taverne, tu fais ton truc et puis tu reviens tout frais. Voilà. Et puis, bon, faut dire que la psychiatrie t'engage un petit peu dans ce truc-là. Hein. La psychiatrie, elle te dit pas mal que tu prends bien ton traitement, tu dis bien ce qu'il faut dire au psychiatre, tu fais bien tes trucs, il faut que tu aies un projet. Ça, c'est un vrai truc à l'HP, c'est il faut que tu aies un projet pour sortir de l'hôpital. Donc là, c'était la reprise des études, le machin, le truc. Je vais reprendre mes études, effectivement, donc je vais pouvoir quitter l'hôpital. Je vais même commencer de l'intérim, donc là je vais vraiment gagner un vrai salaire. Je vais pouvoir rembourser mes dettes de loyer, parce que forcément quand tu es hospitalisé, tu ne travailles pas, donc tu cumules des mois de retard et tu frôles l'expulsion en plus parce que tu commences à... plus tard, tu vas ne plus être étudiante. Moi, genre ce truc où je vais être étudiante, bosser, et l'année suivante, je vais continuer de bosser, mais je vais arrêter d'être étudiante, et là, je vais avoir la procédure d'expulsion qui va commencer, enfin bref. Donc du coup, pendant cette période où je travaille, c'est génial, je m'ouvre un nouveau monde encore. Parce que là, moi, je connaissais la famille, l'hôpital, enfin l'HP, le monde de la nuit un peu bizarre, le monde étudiant, tu vas danser en boîte de nuit, et puis bon, des trucs comme ça, quoi.
Et là, le monde du travail, entreprise, travail devant un PC et tout, et c'est encore mon taf actuel. Et donc à partir de là, en fait, je gagne encore en pouvoir, en légitimité d'exister. Je suis reconnue pour mon CV, même si voilà, c'est un petit taf d'opération de saisie, c'est pas grave. Pour moi, c'était déjà énorme. Donc plus l'argent que je vais gagner, vraiment, je sens que ça va mieux, quoi. Et il faut savoir aussi que durant cette période, moi au départ, j'étais animée vraiment par la haine et le besoin de me venger de ce qui s'était passé. Et donc pour moi, c'était la justice qui pouvait me sauver de ça. Par rapport à tes parents ? Par rapport à mes parents. Et uniquement par rapport à ma belle-mère. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, il y en a qu'une qui m'a fait du mal, c'est elle. Parce que l'autre, il est absent, donc il m'a rien fait. Et donc j'avais porté plainte en 2014-2015, parce que ma soeur va faire une plainte complémentaire. Et pendant 4 ans, on va pas avoir de nouvelles. Donc c'est les moments des hospitalisations, la déchéance, le blabla. Et quand on arrive en 2019, la police nous appelle et dit, vous allez avoir une confrontation genre dans 1 semaine avec votre belle-mère. Et voilà, on va commencer les bails, quoi. On a la confrontation, mais pas tout de suite parce qu'elle elle doit prendre un avocat. Donc tu sens qu'elle déjà, elle avait compris qu'il y avait un truc qui allait pas. La semaine suivante, on arrive avec ma sœur, moi. Du coup, je décide de prendre une avocate pour toutes les deux aussi, parce que je me dis, on va pas se confronter à elle plus son avocat. Et il faut savoir en fait qu'il y a eu la confrontation, et 2 jours avant, il y avait le rendu du mémoire. Et moi, je vais inverser les 2 dates. Je rends mon mémoire le jour de la confrontation, mais heureusement, je vais quand même aller. Bref. Du coup, je vais pas avoir mon année. Ça faisait la 3e fois que je passais mon M1 de communication. Parce qu'il y a eu les 2 hospitalisations et parce que donc, je validais que la moitié de l'année. Et là, je devais que valider le mémoire la dernière année. Et on me dit, non, par respect pour l'égalité auprès de tes camarades, tu l'as rendu 2 jours en retard, je te mets 0. Enfin, je te note même pas en fait. Parce que la confrontation avait lieu après ton rendu de mémoire. Ouais. Ah merde. Et moi j'ai cru que... Moi j'ai cru que c'était le contraire, que tu l'avais rendu 2 jours avant. Non. Ah, non, je l'ai rendu le jour de la confrontation. Enfin, j'ai complètement... Merde. Voilà. Ok. Donc bon, à ce moment-là, donc, les études c'est finito. Genre j'en veux plus. Ça fait 3 fois que je fais le M1. Je me dis, c'est pas pour moi. De toute façon, au niveau du handicap et tout, parce que tu sais, j'avais le truc avec la dépression et tout, mais ils servent à rien. Même quand ils te mettent des aménagements, ça sert à rien. Donc, bref. Donc ça c'est voilà. La confrontation... T'es comme ça parce qu'il relie tout ce que t'as dit tout ce que t'as dit au flic, il le lit devant elle, et elle doit te dire ce qu'elle en pense. Oh l'angoisse. Donc voilà, elle va donner son avis, elle va bien t'expliquer que en fait on a toujours eu une haine envers elle, que même son médecin généraliste disait ça de nous parce qu'on avait fait une thérapie familiale, et il disait qu'on avait la haine d'elle. Même elle m'avait psychanalysée à l'époque, elle disait que j'avais un syndrome d'Oedipe avec mon père et que du coup j'avais un syndrome de loyauté, je crois, par rapport à ma mère qui faisait que je voulais pas l'accepter elle. Parce que ça risquait de remplacer ma mère et que dans ma tête c'était compliqué de gérer la place de tout le monde dans ma vie. Bref, elle va trouver un peu toutes les excuses pour expliquer que clairement je suis folle, ma sœur est folle, nous sommes folles, on lui veut du mal, cette plainte n'a pas lieu d'être. Et elle va pas s'arrêter là, parce qu'après la confrontation, nous on aura silence radio de la police. Et l'année suivante, au début janvier, on reçoit une condamnation en justice. Avec ma sœur, on s'est assise en mode mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, c'était ma belle-mère qui avait décidé que, au prétexte que on avait porté plainte contre elle et que c'était des plaintes diffamatoires, des propos diffamatoires, on s'en prenait à elle, on lui faisait violence, que du coup elle avait subi des dommages et intérêts, notamment la perte de l'entièreté de ses cheveux, qu'elle avait pris en photo. Elle avait fini en fauteuil roulant par notre faute et que du coup elle révoquait l'adoption, cette fameuse adoption donc voilà, donc là on est embarqué pour un moment joyeux où tu parles avec ton avocate et que tu montes un dossier pour revivre tous tes traumas et expliquer à quel point en fait cette femme elle t'a quand même bien fait violence dans ta vie pendant 7 ans, que même ta mère avait fait une main courante à l'époque qui n'a jamais rien donné, qui n'a jamais inquiété personne, et que sa fille elle-même a vécu des choses où carrément une assistante sociale est venue dans notre logement pour s'assurer que tout allait bien parce que elle avait à mon avis des signes administratifs, j'en sais rien, comment elle s'est retrouvée là, mais clairement elle est venue aller checker, voir ce qui se passait. Et en fait, le fin bout de l'histoire, c'est juste que ça prend des mois, où juste tu constitues un dossier, que le dossier est donné au juge le moment du jugement, que les 2 avocats présentent les dossiers, il n'y a même pas de plaidoirie, et à la fin, comme on est sur un truc d'affaires familiales, généralement on coupe la poire en 2.
pour pas créer de problème. Et donc en fait le jugement qui est arrivé du coup sur la fin de l'année, c'était ou l'année prochaine, je sais plus, c'était nous attestons qu'il y a bien eu des conflits dans la famille entre les enfants et les parents. Ce sont des motifs graves pour révoquer l'adoption. Donc avec ma soeur, on était en mode yes, on va récupérer nos noms de famille. Donc pour nous, c'était hyper important. Et surtout, ça voulait dire qu'on n'avait plus de responsabilité vis-à-vis d'elle le jour où, je sais pas, vieille, elle nous demande de rendre des comptes financiers ou quoi. Donc là, on se disait ok, on coupe tous les liens, c'est parfait. N'empêche que c'était hyper violent parce qu'on s'est retrouvé avec une liste de témoignages contre nous d'une coiffeuse. De 2 coiffeuses, d'une qu'on avait vue une fois dans notre life, pour dire oui, tout va bien, elle leur payait des séances de coiffure, une fois en 7 ans. Ah, genre argument pour dire je me suis bien occupée d'elle. Génial, bravo, t'as emmené une fois ta fille chez le coiffeur. Génial. Ouais, vraiment. Et ça, c'est sans parler de comment après t'as insulté la gamine dans la voiture parce que, parce que tu lui as coûté cher. Donc bon, donc ça, des coiffeurs, justement le docteur, le fameux docteur qui la suivait, et puis pas que ça, sa fille, mon père qui va dire que j'ai été une fille ingrate d'avoir déposé plainte contre elle, non, pardon, pas ingrate, indigne, je pense que c'est pire, d'avoir dit que j'étais une fille indigne quand moi j'ai toujours fait ce qu'il fallait, j'ai toujours essayé d'être carré avec lui, mais non, et là vraiment ça va acter. En fait, à ce moment-là, les liens vraiment se rompent de toute façon. Je pense que c'était acté, voilà. Pour ma sœur et moi, ce qui a été très dur, en fait, c'est dans le compte-rendu de justice, c'est là où il y a écrit que madame et madame ont échoué à prouver les violences qu'elles ont évoquées dans les plaintes. Donc en fait, on acte qu'il y a bien eu des conflits entre des enfants, donc des mineurs et des majeurs, mais c'est du conflit. Après tout ça, où tu te dis quand même on a tourné la page d'un gros truc judiciairement, psychiatriquement, je prends plus de médoc, j'évite mes anxios si j'ai besoin, mais j'ai plus besoin de rien. Ma sœur aussi avait fait 2 hospitalisations, puis une 3e en 2020, qui a duré presque un an. Pour les mêmes raisons que toi, elle pétait un plomb. Oui, mais moi, j'y allais quand j'avais les pensées. Elle y allait parce que c'est moi qui la ramassais. Ah ouais, parce qu'elle avait pas le réflexe. Non. Enfin, elle se rendait pas compte que les pensées qu'elle avait étaient dangereuses et du coup après elle passait à l'acte et puis. En fait, c'est juste qu'elle savait que le danger qu'elle prenait c'était pour me protéger, pour me libérer, parce que dans cette histoire-là, c'est en gros moi pendant 6 ans je l'hébergeais chez moi parce qu'elle va tenter à Valenciennes de faire ses études, elle va tenir 1 an. Mais comme nos parents ne nous donnent rien et qu'il n'y a pas de travail dans le nord de la France, elle a plus rien. Genre elle se nourrissait d'eau et de farine et de patates, vite fait. Genre, elle n'avait plus rien et c'était moi qui lui versais de l'argent alors que j'avais que la bourse et je n'y arrivais plus. Donc je lui dis viens. Et pendant 6 ans, on va vivre dans le fameux 24 mètres carrés, dans le même lit, dans la pièce, avec tous nos meubles, toutes nos affaires, parce que c'est toute notre vie à ce moment-là, tout ce qu'on a pu récupérer en fait de chez les parents quand on a pu, parce qu'on a dû le faire en discretos, ça aussi, d'aller récupérer nos affaires, parce que sinon ils nous les gardaient, ils nous les jetaient en fait. Enfin, et là aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est les seuls trucs qu'on a de notre mère, de notre vie d'avant, il nous reste plus, il y a plein de choses qu'on a perdues en fait de toute cette histoire. Et donc en fait, moi j'étais la seule à travailler, j'étais la seule à avoir mes études, à essayer de tenir et tout, et elle se sentait comme un poids. Et du coup en fait elle voulait partir. Elle se disait, s'il y en a bien une de nous deux qui doit survivre, je vais pas être un poids pour elle, il faut que je la laisse. Oh mon Dieu. Mais du coup toi tu l'as sauvée en fait. Par 2 fois. Je pense que la première fois encore, bon, elle avait eu les idées, je sais même plus comment ça s'est passé, mais elle n'était pas allée au bout du truc, donc on avait pu aller à l'HP ensemble. Mais les 2 autres fois, c'est moi qui l'ai ramassée. Et c'est des moments qui sont particulièrement... c'est traumatisant. Ouais. Je me suis construite, je pense aussi, avec ce besoin d'expliquer ma vie et de pourquoi moi pourquoi j'en viens pas moi à me suicider aussi, parce que ça a été aussi des questions existentielles qui m'ont parcouru l'esprit, sinon j'aurais pas été hospitalisée. Moi je le solutionne par j'ai ma sœur et je vais tout faire pour qu'elle ait une belle vie, mieux que ce qu'elle a connu, mieux que ce qu'elle peut connaître maintenant, parce qu'elle est dans la pauvreté, parce qu'elle touche l'allocation adulte handicapé, que moi je trouve que son handicap, je sais Lucie que tu dis qu'on est pareil et que moi, toi c'est pas pire que moi, mais bref, voilà, c'est toujours plus difficile quand c'est ceux que tu aimes. Et du coup c'est toute ma vie, et toute ma vie qui est en train de mourir. Et donc à ce moment-là, moi je suis en mode genre, mais si c'est toute ma vie qui meurt, il n'y a plus rien, on va pas y arriver. Donc t'appelles les pompiers, ils arrivent à 6, là ils prennent des constantes et tout, tac, ça. Et la 2e fois, ce qui était plus compliqué, c'est que c'était quand je l'ai hébergée, quand j'ai emménagé dans notre premier appart avec mon copain.
Et on avait pris un appart exprès avec 2 chambres pour qu'elle ait la sienne et tout. Enfin, dans ma tête, même là maintenant quand je te le dis, je suis tout en... C'était tellement important pour moi qu'elle ait enfin sa chambre depuis tellement d'années et que ce soit son lieu à elle, que je voulais le rendre le mieux possible, qu'elle se sente le mieux possible, même si c'était super dur pour elle. Parce qu'encore une fois, être un poids avec un couple qui essaye de démarrer sa vie et qu'elle avait l'impression qu'elle brisait tout, qu'elle empêchait tout. Et tout le monde n'arrêtait pas de dire Ariana, tu t'occupes trop de ta sœur, elle est trop handicapée, genre limite les gens comme, enfin il y avait des psychiatres qui commençaient à dire elle est schizophrène, elle est débile mentale, enfin vraiment genre à un moment donné sur la dernière hospitalisation on m'a dit qu'on allait la mettre sous tutelle. Donc moi j'étais vraiment en mode genre à un moment donné arrêtez de lui mettre autant de pression sur le fait que c'est un poids pour la société et pour moi, alors que je fais le choix pour ma famille, pour moi, pour mon histoire de vie, pour tout ce qu'on a à construire pour l'avenir. Ma sœur, c'est ma vie, je lui donne tout, et s'il n'y a que moi qui bosse, mais... Et c'est comme ça que ça marchera. Moi, je peux bosser, même si moi j'ai mal, je souffre, je râle tout le temps quand je travaille. Même, c'est pour ça que je suis à mi-temps, je m'épuise, mais je le fais parce que je m'assure ma vie, mais j'assure comme je peux la sienne. La psychiatrie est la seule discipline médicale, à part les médecins médico-légaux là, qui s'occupent justement des victimes décédées, c'est la seule qui est branchée et sur l'appareil médical et sur l'appareil judiciaire. Il n'y a pas d'autre médecine, t'as pas un cardiologue qui vient faire son expertise et dire « alors oui, est-ce que le criminel est dangereux ou pas ?» Non, ça c'est un truc qui a été créé par la psychiatrie, qui a fondé toute sa légitimité sur le malade dangereux, le malade mental dangereux, le fou dangereux. D'où le fait qu'il travaille main dans la main avec le corps judiciaire. Oui, parce que le corps judiciaire avait des failles, avait des zones grises qui ne lui permettaient pas de condamner correctement ou d'appliquer les bonnes sanctions, etc. Parce qu'ils avaient toujours ce truc de l'irresponsabilité pénale, mais comment tu fais quand le mec il vient de commettre un crime odieux, horrible, tout le monde le traite de monstre, mais il est full raisonné, il est pas fou. Comment on fait des crimes déraisonnables avec des gens raisonnés? Bah ouais, tout d'un coup la théorie sur la folie ça tient plus trop hein. Voilà. C'est comme, enfin j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, mais je sais que moi, on m'a déjà posé la question dans mes vidéos, coucou, je souffre de tel trouble, j'aimerais faire comme toi, en parler, mais j'ai peur de m'exposer. Moi je vous le dis, ne le faites pas. Ouais. Vraiment, je vais jamais vous dire faites comme moi, parce que moi je le fais parce que ça fait 9 piges que je suis là, parce que je m'entraîne quotidiennement à parler à une putain de caméra, je performe beaucoup le fait d'être une personne normale, j'ai travaillé pour le faire, et donc voilà, je sais profondément que je suis absolument cinglée, mais comme je suis jolie, j'ai les bons codes, je sais très exactement m'adapter à des situations, mais parce que j'ai travaillé dessus, et ben j'ai le privilège de pouvoir le dire comme ça. Mais en fait, en vrai, les fous, jamais on va vous voir comme des fous si vous arrivez à en parler. Parce que par définition, le fou, c'est celui qui sait pas qu'il est fou. Par contre, à partir du moment où tu le sais, ah bah non, tu l'as plus. Et ça c'est pratique pour les autorités, pour la domination, etc. Parce qu'en fait, bah du coup, si tu sais que t'es fou, ah bah on peut plus te manipuler, on peut plus te dire que t'es pas conscient, que non, on est là pour toi, on est là, nous on a la réponse à ta question. Bah non, parce que si toi tu commences à montrer que t'es capable de comprendre ce qui t'arrive, que oui tu souffres, oui tu vois que tu dysfonctionnes, mais t'es pas complètement HS, t'es pas complètement, dépossédé de tes moyens, eh bah tu peux te défendre. Et ça plaît pas aux institutions dominantes, parce que les institutions dominantes, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir te restreindre, te limiter. Elles vont te piquer pour faire réapparaître cette folie. Elles savent que t'es vulnérable. Elles peuvent aller se dire et ça, t'en penses quoi, ce sujet, ce machin, et si je t'enlève ça, et si je te fais ça. Ah, ta réaction, ça montre bien que t'es fou, alors qu'en fait t'es juste en train de te rebeller légitimement face à quelque chose d'horrible. C'est comme, j'en parlais dans une de... Bah du coup elle sera sûrement déjà sortie au moment où cette interview sort, mais j'ai fait hier du coup le tournage de la suite de 13-12 raisons d'abolir la police aux États-Unis, quand les diagnostics de schizophrénie ont été plus développés. Comme par hasard, ils étaient surdiagnostiqués chez des hommes noirs qui manifestaient de la rébellion face au système raciste qu'il y avait à cette époque, et qui est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Et donc, comme par hasard, tout d'un coup, boum, on a une explosion de la schizophrénie chez les hommes noirs. Tiens, quel hasard. Au même moment où en fait il y a des mouvements de rébellion contre la structure raciste, quoi. Bah, ça rappelle le diagnostic de drapétomanie. De quoi? La drapétomanie. Qu'est-ce que c'est? C'est un super diagnostic qui a été créé au temps de l'esclavage pour diagnostiquer les esclaves qui fuyaient leur maître. Ah oui, c'est un faut être fou pour fuir quand même. Oui, ou comme quand on lobotomise des femmes au 19e siècle parce qu'elles veulent se séparer de leur mari. Faut être fou pour ça. Mais oui, il faut être complètement sans ça. Non, il faut pas juste vouloir fuir de la violence. Non. Rien à voir. La quoi? Non. La folie, c'est quoi? C'est la délinquance. C'est la désobéissance, comme tu l'as dit. C'est ces moments de crise, ces moments de reprise du pouvoir. Et ça, la psychiatrie, c'est là qu'elle vient s'intégrer. C'est là où, quand il y a eu des failles au niveau de la justice, où elle se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là qui ont fait des trucs abominables, ils ont l'air tout à fait sensés dans leur tête,
On en fait quoi de ces gens-là? On fait quoi de ces femmes qui veulent pas se marier et qui finissent avec d'autres femmes? On fait quoi de ces hommes qui disent qu'ils sont des femmes? On fait quoi Mais tu peux aller loin comme ça. Bah, tu crées des diagnostics. Voilà, tu Parce crées. que le cadre, c'est ça, Oui. et vous sortez du cadre, et si vous sortez du cadre, c'est que vous êtes malade. Oui, mais parce qu'il y a un ordre public à tenir. T'es malade. Attends, déjà à l'époque, quand t'étais athée, t'étais malade aussi. Enfin, t'étais insensé. On parlait pas encore maladie, mais t'étais insensé. Mais tu te rebelles contre tes parents, t'es malade. T'es bipolaire. Oui, et alors ça aussi, l'institution familiale, ça va jouer un énorme rôle aussi dans toutes ces institutions qu'on appelle des biopouvoirs chez Foucault, où ces institutions donc, fonctionnent sur la discipline des corps des individus, donc pas des individus, de leur corps, de leur biologie. Et en fait, ces institutions fonctionnent toutes ensemble. Donc la prison, l'hôpital, l'HP, l'école, l'armée, l'atelier. Bon, l'atelier pour nous aujourd'hui, c'est le monde du travail, mais on disait l'atelier avant. Et tout ça, là, ça fait un énorme maillage. Ils fonctionnent tous ensemble. Mais comme ils ont tous des normes, ce que Foucault il explique, c'est que quand tu crées des normes, tu crées des anomalies. Bah oui, parce que si on dit ça c'est normal, forcément ce qui sort de la norme, bah, c'est ce qui l'est plus. Il n'y a pas juste des gens tous normés. Ça n'existe pas. Peut-être dans le meilleur des mondes, et encore on voit bien que dans le meilleur des mondes, justement, il y en a un qui est anormal dans cette histoire, et c'est bien lui qu'on suit. Donc, ça crée des anomalies. Et quand ça crée des anomalies, on crée des espaces pour ces anomalies, parce qu'il faut les sortir. Mais tu crées des nouvelles normes, donc tu crées des nouvelles anomalies dans les anomalies. C'est comme ça que tu te retrouves aujourd'hui avec des institutions spécialisées pour les enfants, mais dès qu'ils sont un peu handicapés, tac, tu les mets dans une nouvelle institution, mais puis dès qu'ils sont un peu trop handicapés, tu vas les remettre dans une autre spécialisée, et puis peut-être dédiée uniquement à sa maladie, à lui. Enfin, tu te retrouves comme ça, et puis après tu as des sous-unités et des machins. Le monde de l'enfance là-dessus, c'est un truc. Et compartimente tout. L'institution familiale, c'est un vrai truc. Parce qu'il n'y a pas que la justice qui a eu besoin en fait d'enfermer, de corriger, etc. Il y a, et justement, l'idiot, ça recoupe avec cette histoire de la famille, parce que la famille, il faut bien qu'elle travaille. Il faut que le parent et les deux parents, là, ils continuent de ramener l'argent et ils continuent à être efficaces. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève les enfants idiots, les débiles mentaux qui prennent trop le temps. Parce que s'il faut s'occuper d'eux, leurs parents ne peuvent pas travailler, donc les enfants handicapés, ça prend du temps, de l'argent, de l'énergie. Donc on les enferme ailleurs. Et ça c'est des trucs qu'on a commencé à faire au 18e, 19e siècle. Ça perdure aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pense les choses. La première chose qu'une famille se dit quand elle a un enfant à charge, on parle bien à charge, tu vois déjà le terme, c'est de dire il faut qu'on lui trouve une institution spécialisée qui va bien prendre soin de lui parce que je n'ai pas le temps si je veux réussir à manger, tenir mon foyer, payer tout. Ce qui mène à des tragédies comme des Anne Ratier qui va buter son enfant et considérer que ça c'est l'acte d'amour ultime pour le libérer de sa détresse. Alors je sais que c'est complexe et qu'effectivement en tant que mère, voir son enfant souffrir continuellement ça doit être assez insupportable, mais donc qu'est-ce que ça veut dire de notre monde qu'on en vienne à ce que des parents préfèrent leur enfant mort de leurs propres mains. C'est tellement violent, c'est juste de dire, je me rends compte à quel point c'est violent, plutôt que de trouver un moyen de faire que ce soit possible que ces personnes existent sans le lot de douleur et de souffrance qui a mené à de telles tragédies, quoi. C'est ça. C'est de se dire qu'on supprime le dernier maillon anormal, la dernière anomalie de tout ce processus, plutôt que de re-questionner le processus dans l'autre sens. Et oui. Et c'est terrifiant parce que ces exemples-là, alors celui-là, il a été énormément médiatisé, mais on en a plusieurs. Et en France, on a le projet de fin de vie qui avait été discuté avant que Macron dissout tout le monde à l'Assemblée. Mais là, même la gauche repense à remettre dans le débat public la question de la fin de vie. Et on voit bien ce que ça fait au Canada. C'est-à-dire que dans ce process de santé mentale, de psychiatrie, etc., vu que c'est toi qui dysfonctionne, vu que c'est toi qui souffre, autant traiter à la racine. C'est toi qui va pas. Franchement, au pire, t'en as marre. C'est des tragédies, mais qui sont silenciées. Parce qu'on parle d'enfants, on parle de personnes qui n'ont parfois même pas la possibilité de s'exprimer. De personnes, on ne saura même pas qu'elles ont existé. Elles ont peut-être été enfermées dans une chambre toute leur vie. Vraiment, mais des trucs. Mais moi, quand j'ai vu ces gens-là à l'hôpital, ils existent. Et tu t'as peut-être juste vu son œil par la fenêtre à un moment donné, quoi. Et pendant tes 3 mois, tu l'as jamais vu sortir. Et ça, c'est sa vie pendant des années. C'est atroce. Et il y en a partout. Et on fait comme si c'était des trucs, tu sais, de l'asile. Tu sais, l'asile, on a cette idée très horrifique c'était il y a longtemps, c'est très obscur, on en fait plein de films d'horreur, c'est génial. Il y a un vrai terrain, tu vois. Non mais gars, le terrain, il est toujours aussi horrifique. Il y a des gens vivants qui respirent là tout de suite et qui vivent ça, en fait. Tu vois, quand on te dit, oui, mais la camisole, c'est terminé. Oui, mais tu sais que les contentions mécaniques existent et que c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu de te mettre un vêtement qui, au moins, te permettait de marcher dans l'asile, tu es attaché des 4 membres, voire du torse en plus, sur un lit. Et tu ne peux plus bouger pendant des heures, tu te pisses dessus,
tu ne manges pas. On estime qu'en fait, le pouvoir d'enfermer, il est détenu par plusieurs personnes, et notamment la famille, c'est ce qu'on appelle, tu sais, les hospitalisations à la demande d'un tiers. Donc vraiment, c'est ce que tu disais, hein, le truc de trouver un bouc émissaire dans ta famille. Ça, David Cooper, le premier psychiatre à se dire anti-psychiatre dans les années 60, va parler de ça. Que dans les familles, on a toujours ce schizophrène, en fait, ce bouc émissaire, celui qui représente, en fait, qui incarne toute la dysfonction de la famille, et dont on se dit, bah, si on le supprime, tout va mieux. Anne Ratier, on revient. Et j'ai envie d'aller même plus loin. L'Église a fonctionné comme ça. Quand elle avait ses possédés et elle faisait ses exorcismes, c'était le même procédé qui était, on trouve les dysfonctions et puis on les traite. Le même. D'ailleurs, c'est grâce à ça que la psychiatrie a pu exister, parce que l'Église s'est tellement retrouvée bloquée dans ce truc de oh, mais regardez, ils sont pris par Satan, etc. On fait des exorcistes et tout. Qu'en fait, à un moment donné, on s'est demandé si c'était pas un peu bizarre qu'il y ait autant de gens possédés par Satan au sein de l'Église. Et donc là, les psychiatres sont arrivés, donc ils ont regardé des trucs d'exorcisme et tout, ils se sont dit ah mais c'est peut-être de la maladie, et ils ont récupéré tout ça. Et hop, ils ont pu supprimer. Et tu regardes comment, du coup, dans l'Église, dans les familles, au niveau de la justice, tu enlèves tous ceux qui posent problème, tous ceux qui montrent à un moment donné le dysfonctionnement de l'institution judiciaire, religieuse, familiale, même scolaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je travaille dans le milieu scolaire et je vois ça. Et tu les mets là. Dès que t'as des gamins qui, justement, vivent dans des foyers où tu vois très bien qu'il y a des trucs qui vont pas, des fois, il y en a 7 dans un seul studio, dont un bébé, il y en a, ils arrivent, ils sentent la clope et l'alcool, il y a des enfants, clairement, ils subissent déjà de l'inceste, ça c'est sûr et certain. Ils ont des réactions, ça perturbe le groupe, ils rentrent pas dans la petite discipline de l'école, et donc, qu'est-ce qu'on fait comme solution? Plutôt que de dire, tiens, c'est bizarre quand même qu'à l'école, on puisse pas adresser ce genre de questions, qu'on puisse pas prendre en charge de la souffrance des enfants qui viennent tous les putains de jours ici, et qui passent plus de temps avec nous qu'avec leurs parents. Non, on va pas questionner ça, on va juste se dire que c'est eux le problème. Et donc on va les punir, les gronder, les réprimer, les traumatiser. Parce que c'est vraiment ce truc de, on va essayer de détecter le criminel le plus tôt possible. Et ça c'est un autre truc, bah du coup j'en profite pour le dire. La psychiatrie aussi, quand elle s'est construite sur le fou dangereux, elle s'est construite sur cette idée que dans tout fou se cache une possibilité de crime. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui oui mais il faut pas dire fou dangereux machin, ça stigmatise les fous et les malades mentaux qui ont dit qu'ils sont dangereux et tout, c'est la psychiatrie qui a inventé ce concept. C'est le postulat de départ en fait de la psychiatrie. Donc même si aujourd'hui elle essaye de faire genre ouais on s'en distancie machin, ça continue de fonctionner comme ça. Il suffit de voir l'affaire Mazan actuellement, là, quand tu regardes les expertises des 2 psychiatres et même de la psychologue, c'est comme ça que ça fonctionne. On recherche dans le passé de la personne, c'est pour ça qu'on va directement voir les enfants et essayer de voir un petit peu comment ils fonctionnent, voir s'il n'y a pas déjà des signes de criminologie. Ça prouvait bien qu'ils étaient déjà flingués à cet âge-là. Ouais. Le profilage, la science du profilage apparaît quand la psychiatrie apparaît. C'est ce que Foucault appelle la fonction psy. C'est quand tu mets de la psychiatrie partout, dans toutes les institutions. Tu mets des pédopsychiatres, des psychologues scolaires, des psychologues du travail. Scruter la tête des gens et expliquer leur comportement par leur dysfonction. Non, c'est pas juste qui voilà, ils se rebellent, qui questionnent, qui se défendent. Non, c'est qu'ils ont un truc qui va pas. Chez eux, principalement chez eux. Ouais. Et ça c'est un truc moi qui me fait peur aussi, en fait, avec cette notion d'individualisme, d'individualité, etc., qui s'est construit sous le capitalisme, où l'idée c'est vraiment de distinguer chaque corps un à un. Il faut surtout pas que ce soit une masse informe, comme c'était le cas à l'école à l'époque. Avant qu'on mette des barrières, des grilles, et qu'on mette les enfants chacun un à un à une table, c'était des masses informes qui allaient, venaient et écoutaient des cours quand ça les intéressait, et puis hop, puis se rebellaient s'ils avaient envie de se rebeller, et puis des fois tu les retrouvais plus. Ils vivaient quoi, c'était un truc très vivant, très chaotique. Et ça, avec le capitalisme, l'école va se former avec... C'est mieux, c'est pour ça que les gamins, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh, on dirait une prison !» Parce que c'est peut-être le moment de parler du panoptique de Bentham. Parce que le panoptique de Bentham, ce que les gens oublient, c'est que le panoptique de Bentham, il est censé fonctionner pour toutes les institutions. Qu'est-ce que c'est? On va mettre une image. Boum. Ah oui. Ça, c'est un panoptique. Et ça, vous l'avez peut-être vu, moi j'en ai parlé sur ma chaîne, vous l'avez peut-être vu dans Les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est la prison dans laquelle ils se retrouvent, où vous avez une tour, un mirador, au centre Bon alors ils ont une petite cafétéria au centre, et ensuite ils ont tout au pourtour, toutes les cellules qui donnent sur le mirador, et ces cellules sont vitrées. Donc le mirador voit. Mais quand tu es dans ta cellule, toi tu ne vois pas ce qui se passe dans le mirador. Donc tu ne sais pas quand est-ce que la personne qui te surveille est effectivement en train de te surveiller. Ça c'est le concept architectural.
Mais ce concept, il va plus loin que l'architecture. Parce que ton école, quand tu vas en classe, t'as pas un mirador avec un prof là qui est comme ça, et puis tous les élèves sont autour du prof, et puis s'ils se retournent, toi, tu vas peut-être commencer à gruger, mais t'es pas sûr, tu vois. Non, ça va plus loin que ça. C'est qu'on peut faire fonctionner nos établissements, quels qu'ils soient, sans en arriver à cette espèce de truc circulaire. Ce que Bentham, il explique, c'est que ce principe de panoptique, c'est d'abord une philosophie de pouvoir. Parce que du coup, le mirador peut tout voir et peut toujours tout surveiller. Et des fois même, tu peux mettre personne dedans, les gens vont flipper qu'il y ait quelqu'un dedans. Donc ils vont s'auto-surveiller. Et c'est ça la force du mirador derrière, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un mirador en fait. Vous le voyez, le plus souvent c'est quand on est en examen. On se dit, putain, quand est-ce qu'il me regarde? Et puis tu dis, attends, je crois qu'il regarde ailleurs, donc du coup j'y vais. Mais dans le doute, pas trop longtemps, parce que ça se trouve après c'est moi qui va regarder. C'est la même chose. Et ça tu l'as partout. Tout le temps. Tu vois, un parent qui te dit je sais tout ce que tu fais, je vois quand machin, et il suffit qu'il te le dise une fois. Il suffit qu'il t'ait cramé une fois, tu te dis ok. Et après t'es dehors, tu sais techniquement pas si la personne est là, mais c'est bon, t'as intégré l'idée que je dois me surveiller. Ah, si t'as été cramé une fois, c'est bon. Ça c'est la preuve quoi. Et puis après tu deviens un flic avec toi-même quoi. Voilà. Parce que du coup dans ce fameux panoptique, les prisonniers en fait comme ils peuvent pas savoir quand est-ce qu'ils sont observés ou pas, ils vont faire attention à leur comportement constamment. Exactement. Et c'est de l'auto-flicage littéralement. Voilà. Et c'est justement un truc qu'il faut absolument que tout le monde arrive à peu près à comprendre, à maîtriser comme outil. Parce qu'une fois que tu comprends ça, comme tu l'as dit au tout début, ça t'explose le cerveau. Tu te dis, mais punaise, combien de fois je suis en train de faire mon propre surveillant, je suis en train de faire mon propre psychiatre, mon propre flic, mon propre pion à la cour de récré, mon propre parent. À chaque fois, en fait, je m'auto-évalue, je m'auto-surveille, je m'auto-punis. Le nombre de personnes qui se punissent toutes seules parce qu'elles ont intégré ces formats, ces patterns de punition. Ça, c'est le paroxysme d'avoir subi des violences. Oui. Parce qu'il y a des gens qui subissent des violences et ils sont pertinemment conscients dès le départ qu'ils y sont pour rien, et donc ils subissent des choses, ils vivent avec des traumatismes effectivement, mais ils peuvent développer un rapport à soi qui soit plutôt assez sain, entre quoi que ça veut dire, mais dans le sens harmonieux, agréable, dans lequel on se sent bien avec soi-même, dans lequel on n'a pas envie justement de se buter tous les 4 matins. Et puis t'as les autres, ceux qui ont fini par laisser, à cause de cette porosité, par laisser rentrer à l'intérieur ce discours extérieur avec lequel on n'est pas d'accord, et on peut plus s'en débarrasser. C'est littéralement comme si on était contaminé. Moi je me sens comme ça, j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de moi qui ne m'appartient pas, que je peux pas me débarrasser, que je dois m'enlever. Donc tu parlais de s'arracher la tête, c'est vraiment le nombre de fois où je me suis vue me retirer mon propre esprit, de me dire mais c'est pas à moi, je ne pense pas ça, pourquoi je continue de me traiter comme ça, pourquoi je continue de me parler comme ça, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, et pourtant c'est plus fort que moi. Et parce que la force de cette coercition qui m'a été infligée, elle est rentrée jusque dans mes veines quoi. Il y a des gens qui parlent de conditionnement. Ah mais clairement, moi on me disait que j'avais des réflexes pavloviens, que j'étais littéralement dressée comme un chien. On me disait vous réagissez aux stimuli comme un animal qui répond à des sons, à des ordres, etc. Je pense que ce qui est important c'est en plus des thérapies, parce que moi dans ma perspective anti-psy, je vais me permettre de rebarricader mon discours, c'est que très souvent quand je commence à critiquer la thérapie, la psychiatrie, les psychologues, etc., on se dit non mais la meuf en fait elle est anti-soin, elle veut qu'on arrête tous d'aller voir des psys, tu sais en mode gros boycott quoi. C'est pas l'idée. L'idée c'est de dire qu'est-ce qui est thérapeutique, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait te sentir bien, qu'est-ce qui est du soin. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait un propos qui est très important à retenir dans l'antipsychiatrie, c'est que la psychiatrie a eu le culot de se vouloir être la seule solution et la seule réponse à ta crise existentielle. Et elle a tellement eu ce culot, tu vois, cette... je sais pas comment expliquer, quoi, cette mégalomanie, tiens, pour jouer un peu avec leurs mots, qu'elle s'est dit, c'est moi qui t'apporte les solutions, et puis tu sais quoi, en fait, tout ce que tu dis de ton vocabulaire, j'en veux pas, parce qu'en fait, je vais les remplacer par des nouveaux mots. Je vais d'ailleurs exploser complètement toutes les subjectivités de tous les fous, là, de toutes les personnes qui souffrent, parce que nous, aujourd'hui, on parle de gens qui souffrent. Parce que la psychiatrie était d'accord de dire que oui, quand ce truc te fait souffrir. Maintenant, c'est dans les diags. C'était pas le cas avant, parce que la psychiatrie s'est construite d'abord sur les marginaux, sur les pauvres, les orphelins, les mendiants, les homosexuels, les prostituées, etc. C'est ça, le savoir psychiatrique. Les grilles qu'on a aujourd'hui, elles se sont basées sur ces gens-là. C'est pas forcément des gens qui souffrent, c'est juste des gens qui ont été enfermés du jour au lendemain parce qu'il fallait nettoyer les rues de Paris en 1656. Parce que le roi, il a dit, let's go les gars, ça pue dehors, j'en veux pas de ces gens-là, comme on a eu au JO. Donc, la psychiatrie, quand elle a constitué son savoir et ses grilles, elle l'a constitué là-dessus, et plus tard, elle va dire, oui, non, mais il y a des gens qui souffrent, et aujourd'hui, nous, on est bien contents de dire, oui, mais nous, on souffre, et on va voir la psychiatrie parce qu'on souffre. Bref.
Moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que l'antipsy, elle, ce qu'elle veut, c'est rappeler à tout le monde que tu as le droit de parler de ta souffrance avec tes mots. Par exemple, Thomas Schacht, qui est un psychiatre, je crois, hongrois, des années 50, va dire « La maladie mentale, c'est la métaphore de la souffrance humaine ». Ça, c'est un autre des trucs qui m'a fait... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai entendu que maladie mentale, je pouvais utiliser un autre terme qui pour moi évoquait beaucoup plus de choses, c'est souffrance humaine. Et pourtant, quand on le dit, on a l'impression qu'on dit un truc nul, quoi. Qu'on dit un truc, non mais la personne, elle souffre pas vraiment. Enfin, souffrance humaine, c'est hyper vague, c'est hyper euphémisé. Mais pourquoi c'est euphémisé ? Parce qu'on a maladie mentale, risque de suicide, besoin de médicaments pour que ces gens fonctionnent et ne meurent pas à la fin. Mais la souffrance humaine, c'est ça. C'est les crises existentielles. C'est le moment où tu pètes un câble, c'est le moment où tu as besoin de tes proches parce que tu sens que tu vas t'effondrer. C'est ce moment de désespoir où tu dis à tout le monde au revoir, ça y est, c'est fini pour moi. Je veux pas jouer avec vos règles. Tout ça, ça s'appelle de la souffrance humaine et ce n'est pas euphémiser, ce n'est pas minimiser le vécu de qui que ce soit de parler de souffrance humaine. Et ce que dit l'antipsy derrière, parce que là je dis l'antipsy de Thomas Schacht, etc., c'est des antipsies universitaires, de psychiatres, réformistes, etc. Mais t'as aussi toute l'antipsy justement des survivants de la psychiatrie qui te diront mais allons plus loin dans cette idée. Si c'est de la souffrance humaine, si c'est pas de la maladie mentale et donc pas un dysfonctionnement médical, biologique. Exactement, surtout que la psychiatrie ne peut plus le dire. Elle est obligée de parler de troubles parce qu'elle n'a jamais réussi à prouver scientifiquement que c'était des maladies parce qu'elle n'a jamais trouvé de cause. Qu'est-ce que ça donne à la fin ? Ça donne à l'antipsychiatrie quand même l'idée qu'il faut défendre ce que c'est que le soin. Et pourquoi le soin aujourd'hui il est conditionné par la psychiatrie ? Pourquoi il est conditionné même par le capitalisme ? Pourquoi tes parents conditionnent l'amour qu'ils t'apportent ? Pourquoi l'école conditionne la pédagogie qu'elle t'apporte ? Pourquoi le psychologue il te fait payer et donc il conditionne financièrement l'écoute qu'il t'apporte de 45 minutes et qu'il décide de couper, comme tu avais dit là, les témoignages de Borderline qui disent que c'est très douloureux pour eux. Moi aussi c'est pareil. Quand on dit ouais je t'écoute, ouais mais là plus maintenant. Tu viens à peine d'entrer dans le vif du sujet, mais c'est fini pour toi. Fallait mieux de t'en sortir. T'avais qu'à prendre l'horloge de ton côté et puis, comme on le fait là, chronométrer ce qu'on dit, quoi. Peut-être préparer ta disserte avant. Moi, ça, c'est ce que j'appelle le jeu borderline des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la psychiatrie et toutes les institutions attendent que tu sois au bord du gouffre pour t'offrir du soin. Ça pousse n'importe qui à adopter ce truc de ok, je vais sauter du coup. Ah, ça y est, t'es là, bon bah nickel. Ouais, et après, ça donne les attention whores, ça donne les. Voilà. Bah, moi, la première fois de ma vie que je me suis mutilée, c'est parce que ça faisait 12 heures que j'attendais aux urgences et que personne venait m'aider. Je pense que j'arrive à un stade maintenant de toute cette critique, de toute cette déconstruction, que je vais continuer, qui n'est pas terminée, et à bientôt sur les réseaux pour qu'on continue d'en discuter, parce que c'est clairement pas fini. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, petit à petit, c'est aussi intégrer davantage la question de la suite, de l'après, parce que c'est bien de critiquer, et c'est un truc qu'on me dit tout le temps, à chaque fois que j'ai des interventions publiques, c'est bien beau de vouloir supprimer la psychiatrie, mais par quoi vous voulez la remplacer ? Littéralement, hier, j'ai eu la question, lors de ma conférence aux dissidentes à Lausanne, j'ai eu mais alors, quel accueil pour les fous ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces fous ? Donc une question finalement qui est posée d'un point de vue d'un gestionnaire, c'est-à-dire si tu libères les fous, on les met où ? Bah oui, ils vont errer comme ça, et soit ils vont tuer, soit ils vont mourir, et bref, il y a toujours cette double facette qui revient, qui est réactivée. Donc moi ce que je voudrais c'est discuter un peu de l'après, parce que quand je parle, les gens se disent ok, elle est anti-soins, anti-médicaments, besoin de voir un thérapeute quand je suis en moment de crise, anti-HP au moment où je vais faire ma crise, machin, je devrais traîner sur le parquet de mon salon et puis c'est fini quoi. Je ne représente pas l'antipsychiatrie. Il y a des antipsychiatres qui sont pas d'accord avec moi, il y a... je pas une secte, voilà, je ne représente rien parmi tout ça. Par contre, c'est vrai que j'ai une présence plus ou moins publique qui fait que on peut se dire que je suis le discours ou que je vais commencer à porter ma casquette et parler au nom de tout le monde. C'est pas le cas. Premièrement. Deuxièmement, 2-3 trucs, l'antipsychiatrie ne s'est jamais dit anti-soins, anti-médicaments, anti-thérapeute et anti-hospitalisation, jamais. L'antipsychiatrie a été la première à offrir des outils et des vraies armes d'autodéfense au sein des HP. Parce que l'antipsychiatrie est née dans les HP. Donc c'est la première à dire pensez à votre personne de confiance, voici un mode-up pour vous protéger quand on vous propose des médicaments et que vous sentez que vous n'avez pas trop le choix. Voici les clés pour faire un bon sevrage sans finir complètement zinzin, encore plus.
etc., etc. Ou quels sont vos droits si vous risquez de finir par une sauvegarde de justice. Moi, c'est l'idée de se réapproprier ce savoir et qu'il reste pas entre les mains des sachants. Exactement. Et que nous, on puisse l'utiliser, quoi. Exactement. Et ça va sur le savoir vis-à-vis des médicaments qu'on prend, du soin qu'on veut nous offrir, mais aussi nos droits. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Parce que la psychiatrie, elle va bien te faire comprendre que tu as le droit à rien. Juste à fermer ta bouche et prendre tes médocs. Donc, il faut revenir un petit peu sur tout ça pour que tu commences à gagner en agentivité, justement. Que tu reprennes, voilà. Donc ça, déjà, premièrement, l'antipsy, elle va vous dire, si vous avez besoin, allez-y, à vos risques et périls, il faut s'y attendre, il ne faut pas partir la bouche en cœur comme je l'ai fait, en se disant, si je suis gentil, si je vais bien droit dans leur truc, ça va bien se passer, ce n'est pas forcément le cas. Oui, il y a des bons psychiatres, mais il y a aussi juste la psychiatrie telle qu'elle fonctionne, c'est un fait. Deuxièmement, donc pareil pour les médicaments, l'antipsychiatrie a beaucoup développé aussi les explications sur quelle est la meilleure façon de prendre tel médoc en fonction de quels besoins. Donc il y a aussi ça, on les compte pas, mais à un moment donné, il faudra les compter, nos morts. On n'en parle pas, mais il y a une étude, je pourrais vous la ressortir, 2014, vous prenez des gens qui ont des antécédents de tentatives de suicide, dépression, etc. Ils ont fait des groupes, ceux qui prennent pas de traitement, ceux qui prennent des médicaments et ceux qui sont allés en HP. Dans l'année qui suit, tous ces groupes, et notamment de ceux qui sont sortis de l'HP, dans l'année qui suit, il y a plus de risques de tentatives de suicide, voire de mort, pour ceux qui sont passés par l'HP, sur tous ces groupes-là. Donc je donne le truc, on pourra mettre le truc en description, mais voilà. Donc bref, tout ça pour dire que il y a des choses à dire, et l'antipsy, elle est là pour compter les morts, pour rappeler en fait que tout ce background obscur existe toujours, et qu'on a des armes, qu'on peut s'armer, et tout ça, ça dépasse l'hôpital psychiatrique, ça va jusque chez les psychologues, ça va dans les écoles, ça va jusque dans les questions de délinquance, ça va dans nos expertises psychiatriques, dans les tribunaux, ça va partout. Ce que je retiens en tout cas moi de ce que tu dis, c'est de rappeler aux gens, et c'est ce que je fais moi dans mes vidéos en général, le truc c'est que le problème n'est pas inscrit dans une essence, dans une identité dysfonctionnelle propre, etc., mais que vraiment nous sommes beaucoup. On réagit, on a souffert, et surtout, on trouve des solutions ensemble. Parce que je sais que moi, dans mes vidéos, il y a des gens, des fois, ça les déprime. Parce qu'ils se disent, putain, la meuf, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est dans sa quête, elle continue de criser, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir, nanani. Déjà, je tenais à dire une chose à la personne qui m'a dit que je la déprimais. Ma vie aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup plus qu'avant. Same. Même si j'ai conscience des choses et que c'est super dur, je pense que j'ai beaucoup plus de pouvoir sur ma vie qu'avant. Et je pense que toi aussi. Oui. Et que oui, c'est difficile et c'est laborieux et c'est très 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 décourageant de rentrer dans cette critique parce que ça fait prendre un pas de recul immense et après on se dit mais en fait on est foutu toute la vie, en fait il n'y a rien qu'on puisse faire contre cette machine immense et en fait oui ça peut être désespérant, mais la force du groupe, la force du nombre, si moi j'en parle en public, si toi tu fais ta chaîne etc, c'est parce qu'il y a bien des milliers d'autres personnes en fait qui partagent cette pensée et qui ont envie aussi que ça change etc, et donc c'est le but, c'est de commencer un travail qui a déjà été commencé par d'autres gens dans plein d'autres pays d'ailleurs, voilà, c'est juste continuer cette lutte et puis l'avancée dans le démantèlement de tous ces systèmes de domination et surtout le fait qu'en fait on se comprend. On se comprend en étant exposé, en parlant avec d'autres gens qui vivent les mêmes choses, etc. Et que finalement, c'est vraiment par le partage, c'est vraiment par la connexion avec des personnes qui vraiment peuvent empathiser réellement sur ton vécu que tu vas pouvoir avancer dans ta vie. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a mieux aidée que des anciens patients qui allaient mieux, qui sont passés par toutes ces étapes, etc. Tes amis, voilà, des proches, des gens sur internet. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont écrit des pavés, je sais même pas ni leur prénom, ni leur âge, ni leur visage, qui m'ont dit des trucs qui m'ont beaucoup plus percuté que, je sais pas, 10 séances avec ma psy, tu vois. Non pas que ma psy c'est une merde, mais voilà, enfin, genre non, juste... mais il y a de la valeur dans ces échanges. Il y a du soin ailleurs que dans la psychiatrie. Ouais, et puis ça commence dans des trucs très simples du quotidien. Vraiment. Donc voilà, moi c'est ça que en tout cas je retiens de tout ce que tu racontes. Et du coup, lutter contre l'individualisme et recréer du lien, recréer des connexions, prôner l'interdépendance, voilà, pour moi c'est ça. Et du coup, un nom, Ayesha Khan, qu'on mettra en barre d'infos s'il te plaît, Ayesha Khan. C'est écrit en anglais mais tu mets Google Trad, ça marche. Qui parle de la décolonisation et qui parle de l'antipsychiatrie, de décoloniser la santé mentale, etc. Et là, ça va vous donner des billes. Si vraiment vous voulez démarrer quelque part, claque sur claque. Justement, si vous voulez des réponses, parce que moi, j'ai pas arrêté de critiquer. Si vous voulez des réponses, si vous voulez des solutions, si vous voulez commencer à réfléchir à l'après, faut lire cette nana. Elle est incroyable. Trop bien. Merci beaucoup, Ariana. Merci à toi pour cette bulle hors du temps et pour cette écoute. Mais avec plaisir. Moi, ça m'enrichit beaucoup. Je me suis arrêtée de pleurer plusieurs fois. J'ai hésité à faire Écoute, je pleure pendant un moment, toutes les émotions me traversent de la même manière.
des poignards. Non, je rigole. En tout cas, ouais, pour moi, c'est vraiment trop enrichissant et je te remercie vraiment pour ta confiance. Je t'invite vraiment à aller suivre du coup Ariana sur ses réseaux. Moi, j'ai pas encore regardé tes lives Twitch parce que je vais bientôt y être aussi. Oui. Mais voilà, en tout cas, je te conseille sa chaîne YouTube, son compte Insta, même si tu publies moins là-dessus. Pas Insta, vous allez voir des photos de moi à poil. Oh, mince. Non. Non, parce que ça aussi, c'est participer à la délégitimation, tu vois. Non, venez sur Twitter, si vous avez Twitter, venez sur Twitch, quand je reviendrai, promis, je reviens. Et sinon, sur YouTube, il y a 2 ou 3 détails. Et puis, j'ai un blog où je recense tout. Ah bah voilà. On mettra tout dans la description. Ouais. Et puis voilà, n'hésite pas à commenter comme d'habitude, à témoigner, à réagir, à poser des questions, à partager dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt.